Bonjour à tous, et je suis Seb et bienvenue dans ce 30e épisode de Y a-t-il un pilote dans le manga? C'est le podcast qui décrypte les premiers chapitres des mangas. Pour ce nouveau numéro, j'ai un Valentin avec moi, mais c'est pas le même. J'ai Valentin Paco. Salut Valentin, comment ça va? Salut Seb, ça va très bien et toi? Bah écoute, ça va. Je suis ravi de t'avoir dans l'émission. Alors pour savoir, moi j'ai mon acolyte de toujours qui s'appelle Val. Je l'appelle Val, donc les auditeurs le savent. Il s'est mis un petit peu en retrait parce qu'il a une petite panne de lecture, donc c'est pour ça que là je prends un peu plus le lead sur l'émission. Et puis je reçois les invités, donc c'est pour ça que je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux te présenter à mon avis, je pense que tout le monde te connaît ici, mais voilà, on va quand même le faire. Est-ce que tu peux te présenter, dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ok, bah moi je suis Valentin Paco, je suis un journaliste spécialisé manga et animé, passionné du Japon comme à peu près toute la génération dite enfant du Club Dorothée. Donc on est devenu fan des dessins animés japonais d'abord, puis on a découvert après les mangas et après encore une fois le Japon, et on a découvert que le Japon c'était beaucoup plus que les mangas et qu'il y a plein de choses à aimer là-bas. Il y a le sushi? Et on devient Non, c'est une blague. ouais, enfin vraiment Ouais. c'est une atmosphère, alors c'est très décalé, donc il y a plein de gens qui vont détester, surtout ceux qui font que Tokyo, parce que ça peut être un peu oppressant et stressant dans certains cas, mais en fait non, c'est un endroit formidable. La plus grosse difficulté étant la langue, qui est incroyablement Ouais. difficile, Et puis il y a le côté budget mais aussi, je sinon pense que c'est loin, donc ça se budgétise. Et c'est une ça ville se assez budgétise chère. surtout depuis la crise où ça a doublé les prix des billets d'avion pour plein de raisons d'ailleurs, hein. C'est pas que la hausse du kérosène qui a fait doubler les prix d'avion. En fait, le premier facteur d'augmentation des coûts des billets d'avion pour aller au Japon, c'est complètement idiot, mais c'est la guerre en Ukraine qui fait que les avions n'ont plus le droit de survoler le territoire russe. Et donc, ils doivent faire un détour. Et en Ah, faisant ce ok. détour, ils passent sur 11 heures et 14 heures de vol, donc 11 heures et demie à l'aller et 14 heures au retour. Et en fait, ce que nous, le commun des mortels, ne savons pas, c'est qu'il y a des contraintes horaires pour les pilotes et copilotes. Ce qui fait que sur un vol international d'une dizaine d'heures, tu as besoin d'un seul pilote avec un copilote. Alors que si tu dépasses ce quota de 10 heures et quelques, bah, il te faut deux paires, enfin il te faut deux paires, ouais. Ok. Et donc forcément, bah, tu as deux pilotes et deux copilotes pour qu'ils puissent se relayer, bah, ça coûte plus cher. Et ça en fait moins disponible, donc ça fait moins de vols, plus, enfin bref, Il y a, tout ça fait il y a des- que il y ça a a tout le temps explosé. une escale pour aller au Japon ou t'as des vols directs quand même? Parce que je vois qu'il y a beaucoup. Non, ça c'est les vols Ça, c'est les vols directs. directs, ouais. Ok. Ça c'est les vols directs qui font 11 heures et quelques et 14 heures et quelques. Ouais. C'est pas la porte à côté quand même. Et puis il faut aussi absorber le côté Non, jet mais lag. ça vaut Mais le oui, oui, coup. mais alors c'est un Enfin, projet ça vaut le que j'ai coup. toujours pas fait, hein. J'aimerais le faire un jour. Et Profites-en tant qu'on a encore le droit de prendre l'avion, parce que je pense que dans quelques années, ça va devenir un peu tu chaud. sous-entends l'impact écologique? C'est ça que tu veux dire peut-être? Ouais, Ouais. complètement, hein. C'est un truc qu'il faut avoir en tête. Le monde change, le monde change très vite, parce que pendant trop longtemps, on n'a rien fait. Et, et voilà, donc oui, oui, à titre perso, mes voyages au Japon vont grandement diminuer dans quelques années, Parce je que pense. t'arrives à y aller à peu près combien de fois par an? Une, deux fois? Ouah, c'est hyper variable. J'essaye d'y aller au moins une fois par Ok. an, pour voir les potes et faire des créneaux d'interview. Après, bah, j'y ai pas pu y aller pendant tout le Covid. Et cette année, les chakras sont un petit peu débloqués. Il y a eu des opportunités. Par exemple, j'ai été accepté pour participer à une conférence au musée du manga. Ok. Donc, au musée du manga à Kyoto, donc tu dis pas non, quoi. Enfin, Non. c'est un budget, hein, parce que c'est des conférences qui sont où t'es pas subventionné, parce qu'en général c'est des professeurs, enfin des universitaires, qui donc eux ont un budget de l'université. C'est comme ça que ces types de conférences marchent. Mais moi je suis pas universitaire, donc c'était à mes frais, mais c'était un kiff incroyable et une pression de Le dingue. sujet c'était quoi? Et on peut l'avoir quelque part cette conférence? Ou parce que ça a l'air, sur le papier, ça a l'air assez intéressant quand même. Ouais, alors elle était en anglais. Le sujet justement après 2 ans de pandémie, c'est ce qu'on appelle the aftermath, c'est la résilience. Et donc il y avait des sous-sujets tous tournant autour de la résilience. Et moi j'ai parlé du marché du boys love, et de la résilience, de comment c'était perçu au début comme quelque chose de peut-être un peu honteux,
ou pas d'ailleurs, revenir sur ça, comment les premières lectrices au Japon s'étaient autoproclamées fujoshi, donc qui veut dire fille souillée parce qu'elles aimaient des trucs sales et qui rentraient pas dans Ah les oui. normes, et l'évolution de ça, et comment c'est finalement devenu un truc presque d'empowerment, une revendication, une fierté de dire du boys love, et il y a plus rien de honteux, même s'il faut faire attention à la censure qui reste très très présente et qui revient en force dans certains pays comme les États-Unis, où ça devient un vrai n'importe quoi en ce moment. Ils censurent même des mangas entre guillemets, je vais pas dire normaux parce que le BL c'est normal aussi, mais ils censurent même des mangas qu'on n'imaginerait jamais censurer chez nous. Là, je prends le début de Dragon Ball. Le début de Dragon Ball, comme Oui, on Goku voit. montre son zizi ou fait paf paf Hmm. sur les vagins des filles, bah ça Le des puritanisme grosses américain, à mon controverses. avis, doit flouter. Je sais pas Ouais, non, mais comment ils là, vont gérer, mais c'est... ouais, en fait, c'est interdit dans les bibliothèques d'école de certains États. Et il y a une vraie problématique, parce que c'est vrai qu'il y a un fan service assez présent dans le manga, et qui correspond pas aux critères américains. Critères complètement hypocrites, hein, parce que si on regarde la moindre de leurs séries télé à côté, Ouais, les mecs et les nanas tous à poil. sont soit en Ouais. décolleté, soit Et torse puis nu. tous les teen movies où le quota c'est de mettre un certain nombre de paires de seins à l'écran, et à un moment donné, ouais, c'est... Bon, c'est le paradoxe des Américains, on va dire. C'est ça, et toutes les stars, chanteurs, chanteuses sont obligées d'être sexualisées. Enfin, c'est... Bon, bref, on s'éloigne Non, du non, mais sujet, c'est mais je intéressant. suis un journaliste spécialisé Oui. manga, et voilà, j'aime ça. Ouais, non, mais ça c'est clair, ça se ressent. Enfin, je pense que t'es encore un de ces derniers qui fait ça vraiment par passion. Alors je te dis pas ça pour te brosser la, mais tu sais, il y a beaucoup de gens, tu as l'impression, je cite pas de nom, mais qui sont là un peu par intérêt parce que c'est à la mode et compagnie. Enfin, t'as toujours été, voilà, là, présent, et puis à défendre le truc en tant que vrai passionné. Et je trouve que malgré tout, enfin, c'est dommage, mais c'est de plus en plus rare quand même le côté un peu la sincérité de défendre un peu l'objet et voilà. Mais bon, c'est comme ça. C'est Après, c'est difficile aussi, hein. Tu sais, c'est un combat de chaque instant. Les interviews, ça tombe pas tout cuit dans le bec. C'est énormément de travail, c'est énormément de murs, hein, parce que pour une interview qu'on accepte, on nous en refuse 10. Donc, faut continuer, Mais c'est bien que tu le dises faut parce y que aller. les gens ne se rendent peut-être pas forcément compte du boulot qu'il y a derrière. Parce que on a l'impression que de faire une interview comme ça sur le papier, c'est pas compliqué. Parce que tu poses tes questions, le mec te répond. Mais c'est bien de souligner le travail en amont. Et Ouais. puis. Clairement, faut obtenir une interview, hein. C'est le premier truc, et t'as jamais fini de montrer patte blanche. T'as toujours à expliquer pourquoi, dans quel contexte ça rentre, que ça soit un anniversaire, une sortie de titre, autre chose. Enfin, bon, c'est normal, parce qu'au final, une interview, ça prend du temps à un auteur, et un temps qui leur rapporte entre guillemets rien. Parce que ils travaillent pas pendant ce moment, c'est impossible de quantifier combien de ventes vont générer une interview. Tu vois, moi Ouais. j'ai certaines interviews qu'on fait plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'impressions, mais derrière, combien de ventes ça a généré, je suis incapable de te Ouais. dire. On n'a pas des liens traqués, c'est pas un système comme le dropshipping, où tu sais exactement combien de ventes tu as généré, que ce soit des ventes de produits utiles ou pas utiles, mais tu le sais. Nous, on peut juste donner quelques analytics, et encore, on va avoir que l'analytics du premier truc qui a été lu, mais c'est quoi derrière la vraie influence d'un papier ou d'une interview dans un journal? Bah, c'est peut-être de populariser le titre un peu plus auprès des libraires, qui eux donc vont être les vrais vendeurs. Il y a un Et élément, voilà, je me donc permets de te couper, excuse-moi, mais je pense qu'il y a un élément un peu comme tu sais, un peu l'effet, on parle d'effet animé, tu sais, qui va booster les ventes, et on regarde les ventes en librairie. Ça serait intéressant, mais là, pareil, il y a une certaine opacité, je trouve, au niveau des ventes manga. On n'a pas toujours les chiffres comme il faut, mais ça serait de poser directement la question au bout d'un mois, un mois après l'article, est-ce qu'on a senti une évolution des ventes? Bah, tu vois, typiquement, dans l'auteur qu'on va traiter aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est un peu fâché avec les ventes en France, et malheureusement. Et c'est intéressant de voir quand on parle. Pourtant, il y a une vraie fanbase hein, de cet auteur-là, mais c'est de voir si, quand on parle, est-ce que ça a un effet boost sur les ventes. Mais c'est vrai que c'est très compliqué, hein, je comprends. Alors, c'est compliqué, parce que d'autant plus que chaque fois on essaye d'en parler pour coïncider avec des sorties. Donc tu vas avoir les ventes, tu vas pas pouvoir distinguer l'effet d'une interview, l'effet d'un article par rapport au marketing du titre lui-même, parce que tous les faisceaux sont allumés un petit peu en même temps. Ouais.
Donc là, c'est très très difficile. Plus Katsu, il est sorti un moment charnière, et sur un petit peu la fin du gros boost du Covid qui avait fait exploser les ventes, donc avec énormément de sorties en parallèle. C'est une ressortie, donc un titre qui était déjà sorti, bon, qui était plus disponible, mais qui était déjà sorti. Donc il y a plein de trucs qui font que c'était un peu difficile. Après, alors c'est pas des mauvaises ventes, mais si on compare aux ventes de Mitsuru Adachi au Japon, oui, en France c'est C'est anecdotique. confidentiel. Ce qui est très dommage parce que au final, moi je vois 90% des gens à qui j'ai réussi à mettre du Adachi dans les mains en sont tombés fans. Vraiment, c'est un auteur qui plaît, mais c'est très difficile de faire de pousser à cette première lecture. Bon, c'est un fardeau qui existe chez plein d'auteurs, hein, parce que si on sort des gros shonen qui écrasent un peu le marché, après oui, il y a plein de middle sellers, voire de bottom sellers qui potentiellement pourraient et devraient avoir des meilleures ventes, mais bon, on peut pas tout acheter non plus. C'est compliqué. C'est compliqué. Les surfaces de vente sont pas infinies non plus, donc il y a tellement de nouveautés qui arrivent que on parle de la synchro-sainte première semaine, mais en fait c'est presque les 3 premiers jours. C'est encore plus court que la première semaine, parce qu'il y a tellement de sorties que ce qui attire les lecteurs, c'est les piles. Les piles sur les premières tables et les présentoirs qui mettent bien en avant. Je pense même que ça va, avec tout le fait que tout se digitalise et compagnie, je pense même que c'est même le jour de la sortie qui est peut-être même regardé. On sait que le tome va sortir un mercredi, on va regarder comment ça s'est passé le mercredi. Et pour discuter souvent avec les libraires, ils savent qu'en général, l'effet de sortie fait que les gens viennent le chercher. Et ils savent déjà si ça donne un bon indicateur, en tout cas, sur les futures ventes d'un manga, quoi. Mais bon, c'est vrai que le marché a tendance un peu à être un peu complexe parce qu'il y a beaucoup trop de choses qui sortent, ça inonde, et puis malheureusement ça a tendance un petit peu à masquer un peu certains titres qui mériteraient d'être mis en avant, mais malheureusement on peut pas tout acheter et on peut pas tout vendre non plus. C'est ça qui est un peu complexe. Complètement, et en plus là, cette année si je regarde là, on a une rentrée du manga assez incroyable, hein, qui est riche en nouvelles séries, qui est riche en éditions de classiques très très attendues, voire en réédition, dans des formats qui sont top, et voilà. Et donc là, j'avais réfléchi pour cette émission, si j'avais un titre que je voulais recommander particulièrement, et en fait j'ai pas réussi parce que je peux pas descendre en dessous de 6 impératifs. Pour moi, chacun pour des raisons différentes. Mais tu peux les name dropper sans forcément passer 3 heures sur chaque, mais tu peux les donner parce que alors je vais le faire très 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 succinctement. Donc je vais commencer le premier par Shokugeki no Sanji. Donc il sera déjà sorti au moment où ce podcast sera diffusé. Il sort à la nuit One Piece, donc le 29 septembre. Pourquoi c'est important? Parce que c'est les auteurs de Food Wars, hein, donc Shokugeki no Soma, qui pour délirer pour le 25e anniversaire, 20e ou 25e anniversaire de One Piece, avait proposé à leur édito un projet de 1 chapitre one shot sur Sanji, parce que du coup, comme c'est le cuisinier, ça rejoignait leur univers, et ces deux auteurs ont été biberonnés à One Piece, hein, donc ils sont clairement fans de la licence, fans absolus de la licence. Et en fait, ce one shot a été un carton. Un carton incroyable, et donc eux-mêmes avaient cette première frustration quand ils ont commencé à bosser dessus en fait, on veut faire plus qu'un chapitre. On a pas mal d'idées, quoi. Et donc ce one shot est devenu un rendez-vous qui a permis d'aller jusqu'à un volume complet, quoi. Et Glénat le sort à la nuit One Piece. Donc ça, c'est un truc, c'est marrant, c'est à côté de One Piece, mais c'est en même temps du One Piece. Il y a énormément de clins d'œil à Food Wars. Ils ont gardé le titre VO, ou est-ce qu'ils ont retitré ça Food Wars Enfin, je sais, j'ai pas le nom français, donc. Non, c'est Shokugeki no Sanji qui va rester le titre. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Donc voilà, ça c'est mon premier. Après, il y a 2 ovnis, Akane Banashi et Showa Shoten.
Très curieux Je dis d'Akabani. ovni parce Ouais. qu'ils Bah, c'est un truc qu'on n'a pas en parce qu'ils France. sont... Enfin, pour le premier, en tout cas, on n'a pas ce Ouais, style de théâtre en bah, France. pour le deuxième Alors, je aussi. connais En moins le fait, deuxième, ouais. on est sur de l'art très japonais, des choses très très difficiles à traduire parce que énormément riche en jeux de mots. Donc on l'avait vu, hein, les Kimengumi High School, donc le collège Fufufu, c'était pas dingue justement parce que on perdait la moitié des Ouais. blagues. Il y a eu ouais, c'est très très difficile à sortir. Les deux sont magnifiques en termes de dessin. C'est super rythmé, c'est incroyable. En fait, on peut faire abstraction parce que le fond le plus important, c'est la progression, c'est l'aventure Oui. humaine dans ces deux titres. Donc qu'il fasse un type de théâtre qui n'existe pas chez nous ou un type de comédie qui n'existe pas chez nous, c'est presque anecdotique. On est dans l'effort, on est dans le dépassement, on est dans l'implication, on est dans la découverte de soi à travers justement ce poussage de limites qu'on va chercher. Et je trouve ces deux titres très intéressants, très très difficiles. Parce que j'ai peur que les gens se disent ah c'est de la On s'en fout. comédie, ah c'est des pièces de Ouais. théâtre, que ça soit moins vendeur qu'un truc où il y a du combat, Ouais. parce que c'est c'est ça qui marche, alors que voilà, ça fait partie des titres. Si les gens les prennent dans leurs mains, ils vont aimer. Mais est-ce que c'est ce qui fait pas un peu le sel du manga d'arriver à nous parler d'un sujet complètement improbable et nous donner envie de s'y intéresser parce qu'ils ont cette manière-là, je trouve, les mangaka, d'avoir une forme de vulgarisation un peu d'un sujet parce qu'ils arrivent toujours à te le placer dans le contexte et comme tu le dis après c'est pas vraiment l'élément principal. Adachi le fait très bien avec le baseball par exemple, on s'en tape du baseball en fait, Oui, le baseball, c'est une excuse. Pour moi, j'adore le baseball grâce à lui, mais c'est le ça. baseball est complètement une excuse, sauf dans H2, où le baseball est la finalité, enfin, est très fortement la finalité dans ces mangas. Le sport, c'est un canevas, Oui. en fait. C'est un canevas parce que ça permet de créer des parallèles avec des émotions qu'on l'on ressent. Ça permet un côté un peu exutoire. Ça permet aussi de simuler des duels, des affrontements, mais des affrontements d'un point de vue Oui. sportif. Donc c'est moins violent que dire bah, je vais te casser la gueule. Tu vois. Et Surtout que ça se joue beaucoup avec la psychologie hein, quand tu regardes après derrière. ah bah là, Bref. là Mais on va se c'est garder un peu de bullet pour quand on parlera de Katsu et d'Adachi juste après. ouais. Je te laisse continuer, vas-y. Donc pour rester pour le coup avec un peu de combat, mais un nouveau duo, les auteurs de Mariage Toxine qui est une vraie bombe. Hein. Ah ouais, parce C'est que le incroyablement titre bien me donne pas du dessiné. tout envie. Hein. C'est chez Crunchyroll. Ça vient de sortir il y a quelques jours, mais ouais. Pareil, le postulat de départ je vais pas dire bidon, mais il est très simple. Donc on a un personnage principal qui est un maître des poisons qui travaille dans une famille, donc on appelle ça un spécialiste, qui travaille dans un clan d'empoisonneurs. Et en fait, il y a plusieurs clans qui travaillent, qui sont dans ce monde de l'ombre au Japon, mais dans le monde entier. Il va y avoir ceux de l'eau, ceux du son, ceux du machin. Ça fait presque un peu ninja, hein, dit Oui. comme ça. Et, euh, et donc lui, bah, il tue des gens, il empoisonne des gens, mais que des gens de la PEC. Hein, il a un côté un peu intègre Ouais. là-dessus. Et, euh, et on lui dit, il faut que tu fasses un enfant pour la suite du clan, sinon c'est ta sœur qui sera fiancée. Mais comme sa sœur est lesbienne, elle a pas trop envie de faire un enfant, d'être fiancée à un homme de manière forcée. Alors il dit bon bah ok, je vais le faire. Sauf que lui, il a jamais vécu dans la société. Il a passé sa vie dans l'ombre à tuer des gens. Donc il a aucun des codes. Il est Ah, il est incapable asocial au de. possible, quoi. Ouais, enfin voilà, ouais, Il fait un là peu penser à The t'es, Fable, au mec au personnage de The Fable, un peu, tu sais, un peu dans le. ouais, Ok. voilà, ouais, mais en presque encore plus awkward, quoi. Ah, C'est assez incroyable il est parce pas qu'il mal, hein, The essaye Fable, peut-être dans un le peu côté awkward, plus. hein, quand même. Ouais, mais en fait, ouais, non, mais maintenant que tu le dis, ouais, donc tu vas avoir le parallèle parce que tu vas avoir une paire avec un autre personnage qui lui est une femme ou un homme. Il y a un gros doute là-dessus. Moi, bon, je suis pas de titre personnel, je pense que c'est une femme, mais voilà, qui est un homme qui se déguise en Ok. femme. Officiellement, on n'en sait pas plus. Euh, et qui, elle, fait des mariages pour piéger les mecs de la pègre. Des faux mariages. Ok. Et donc, comme elle, est experte en mariage, et c'est la cible du héros. Donc, au lieu de Yel la tuer, il va dire, ok, bon, bah, je te tue pas, mais aide-moi à trouver une femme.
Donc il a Ah, 1 an pour il y a trouver le une côté un femme. peu comique Et en aussi, fait, ouais. il y a plein Ok, ok. d'affrontements parce qu'il va continuer. Tu sors jamais vraiment du monde de la pêche et c'est incroyablement bien mis en scène. Bon, bref, je passe beaucoup de temps sur Non, ce non, mais titre, mais en fait, c'est très bien parce que ça colle vraiment avec la petite intro pour se chauffer et tu fais tes petites recos de la rentrée un peu méconnus et c'est et super. voilà. Ouais, Et après, je dirais le Clan des Pots, un hyper giga ouais. classique Chez qui vient Akata. d'être édité chez Ouais. Akata. C'est un pari, c'est un risque financier, hein, parce que je pense pas qu'ils aient eu le droit de le sortir en faisant un minimum garanti de 300 exemplaires. Donc, faut vraiment les soutenir sur cette démarche. C'est une édition d'une très très belle Oui, qualité en plus. Et maintenant qu'on parle d'édition de très belle qualité, il y a l'Habitant de l'Infini. Alors là, le risque est moins fort, non, hein, parce qu'on doit être à la 5e ou c'est 6e déjà bien version de rentabilisé. l'Habitant de Ouais, l'Infini. Saka l'a bien rentabilisé, Donc, ouais. Enfin, Casterman Saka, ouais. mais, Ouais. euh, mais voilà, c'est une série incroyable. Ça permet aussi de sortir en même temps le spin-off, donc de redonner un coup de jeune à cette licence qui date et qui pourtant, au Japon, pour faire un parallèle honteux et facile, se positionne comme un berserk, quoi. Ok. Donc voilà, c'est tout pour mes Non, mais recos. c'est super. En tout cas, enfin, c'est intéressant. En tout cas, moi, je pense qu'il y a du. C'est pas du mainstream, mais voilà, on va dire que c'est des trucs forcément où il faut jeter un œil dans cet océan de nouveautés. Moi, j'ajouterais quand même, on est dans le mois de la réédition de Crank Freeman. Et je pense qu'il faut aussi y jeter un œil, parce que malheureusement, ça avait été à l'époque édité par, j'ai plus le nom de l'éditeur, mais là c'est Glénat qui a récupéré les droits, et je trouve que pareil, c'est des choses qu'il faut aller jeter un œil, parce que ça fait partie des trucs un peu cultes des années 80. On a un nombre de titres patrimoniaux assez incroyable. On, on a le marché qui a explosé pendant le Covid, qui a permis aux éditeurs Ouais, de re-signer et de se dire ok, on prend le risque de sortir certains titres. Alors malheureusement, le marché là se referme un petit peu. C'est pas le marché lui-même, hein, le nombre de lecteurs continue lui de grossir, mais c'est juste qu'on a une crise économique qui est tellement forte que on peut plus déjà d'aller faire ses courses au supermarché c'est un peu compliqué, donc tu mets moins dans le manga derrière, malheureusement. complètement quoi. Tu vois, t'as le prix des mangas qui ont augmenté aussi, Ouais, hein, le coût du papier, le coût de l'énergie, enfin tous les coûts, parce que les employés aussi ont eu des hausses de salaire tout à fait méritées pour pouvoir vivre dans ce monde inflationniste, ce qui fait que les gens qui avant achetaient 4 mangas, maintenant en achètent peut-être ouais. 2. Tu vois, ils en auraient acheté 3, mais comme en plus à côté il y a la crise économique, ça redescend à 2. Donc quand tu en achètes que 2, forcément tu fais des choix un peu plus drastiques et quand t'as One Piece qui est forcément déjà un des deux. Et la réédition de Naruto, parce qu'apparemment elle cartonne aussi, donc Ouais, voilà, ouais, donc ouais, ça rend un peu plus c'est ça. Ouais. compliqué, mais on pourrait dire aussi Jujutsu Oui, Kaisen, oui, bah My Hero Academia, tous donc les cadors, il y ouais, bien a, sûr. voilà, t'as un haut du panier qui trust l'économie du manga, et c'est important aussi que nous, on rappelle que les autres titres existent. One Piece, Naruto, ils ont pas besoin de nous Non, pour continuer de non, 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 cartonner, quoi. c'est même trop facile de leur faire la promo, et ça se vend tout seul, et on le voit encore dans les tops des ventes de l'année dernière, et je crois qu'il y avait le tome 1 de Naruto encore dans les 5 premiers, je crois. Enfin Oui, oui. bref, de toute façon, c'est des choses qui vont se vendre à vie sans qu'on ait besoin de trop les pousser, mais voilà. Bon, après, il y a des raisons, hein, c'est que c'est du super manga aussi, hein, dans leur genre. Hein, donc, mais bref. T'avais une actu, je crois, au niveau, en plus de ta casquette de journaliste, tu vas faire un peu de radio apparemment aussi. Yes, j'ai rejoint l'équipe de Yata sur Move FM. C'est un truc qui m'a fait super plaisir, déjà parce que l'équipe elle est adorable et ils sont incroyablement professionnels. Mais en plus, quand ils m'ont proposé de les rejoindre, ils m'ont dit que j'avais ma place dans l'équipe, que Ça, c'est cool. voilà, bon, ça fait toujours Ouais. plaisir parce que L'émission est bien. Hein. comme on le disait, on galère, on travaille un peu dans notre coin, on n'a pas forcément des retours, on galère toujours, hein, Ah vraiment. ouais. Hein. Ok. Moi, je rentre pas chez tous les éditeurs japonais comme ça. Tu vois, à chaque fois, faut redemander, Ok. faut insister, faut trouver des contacts. Des fois, sur certains éditeurs qui sont peut-être plus petits, moins connus ou autres. Et en fait, ouais, on n'a pas forcément le recul sur la qualité de notre travail. On va avoir des chiffres de temps en temps, des stats de lecture et tout, C'est mais vraiment surprenant ce que tu me dis, parce que je me disais que t'as un métier où en fait aujourd'hui tu publies tes articles sur internet qui ouvrent la porte à des commentaires, des gens qui te laissent des avis, tu mets ça sur Twitter, donc
c'est assez ingrat en fait finalement, je me dis, parce que tu dois beaucoup bosser. Si tu me dis que t'as pas de retour derrière, c'est. Enfin, ouais, ok, je comprends ce que tu veux me dire. Ouais, Ouais, ben là, ça fait un an où je commence à avoir des retours, et du coup, ça fait un an que je le vis vachement mieux. ok. Bah, c'est Et important, hein. ouais, là, par exemple, à Japan Expo, j'ai croisé des gens qui m'ont dit, ah, Tabaco, on aime ce que vous faites et tout. Enfin, tu vois, et ça fait trop plaisir, quoi. Bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, si on doit schématiser, c'est peut-être une minorité de gens qui ont des choses négatives à te dire, qui font le plus de bruit. Et pour autant, tu as une majorité passive qui parle assez peu, qui est pas bruyante, mais pour autant aime ton taf, mais tu le sais pas. Donc c'est vrai que c'est un. Je peux comprendre des fois certaines personnes, si on parle de créateurs de contenu, journalistes qui publient régulièrement des choses sur l'univers manga, tu te dis, qu'est-ce qui me force à continuer aujourd'hui si, en fait, ça plaît pas ce que je fais, quoi. Donc, mais ouais, mais c'est. Ouais. Mais en tout cas, ouais. Et après, tu parlais justement du process des éditeurs. Tu passes en direct avec les éditeurs japonais ou tu passes toujours avec la barrière française avant d'aller chercher l'interview d'un auteur Alors japonais? en fait, ça dépend. Ça dépend de qui je vais chercher. Et en plus, bon, alors du coup, c'est pas une barrière française, hein, c'est au contraire une aide. Oui. Si le titre sort en France, donc soit il est déjà sorti, soit l'éditeur français l'a annoncé. Donc je vais reprendre par exemple Mariage Toxin. Mariage Toxin, j'ai interviewé les auteurs la dernière fois que j'étais au Japon. Donc forcément, Crunchyroll avait annoncé l'acquisition de la licence. Donc je leur ai dit, je vais au Japon dans 2 mois, j'aimerais interviewer les auteurs. Voilà, parce que c'est un titre qui était publié sur Manga Plus, donc disponible en anglais, donc j'avais pu déjà lire, je crois, 2 tomes, l'équivalent de 2 Ouais. tomes avant l'interview. Donc T'avais déjà une bonne idée. là, on avait plein Ouais. de matos. Je savais que c'était un titre qui me plaisait. J'imaginais très fortement que les auteurs seraient très intéressants, et c'est le cas. Et donc voilà. Donc là, je passe par l'éditeur, mais quel que soit l'éditeur. Non, pas quel que soit, il y en a quelques-uns qui répondent jamais. Je vais pas lâcher des boulettes Non, parce qu'on n'est il pas n'y a là pas pour besoin. ça, mais bon, voilà. Il y a des éditeurs qui, eux, forwardent toujours la demande, soit aux agents, donc par exemple, pour Shueisha ou Shogakukan, c'est Viz Media Europe Oui. qui fait l'intermédiaire, donc qui, eux, vont compiler les demandes, les organiser, les transmettre au Japon. Et là, le Japon, après, ça dépend, tu vois, c'est un nouveau titre, donc c'est un nouveau titre, les auteurs sont déjà occupés, mais c'est un titre qui n'a pas encore explosé. Par exemple, j'avais fait Jujutsu Kaisen au tout début, Ah oui. donc j'avais pu avoir Gege Akutami. Là, Il est- aujourd'hui, ça serait Il est impossible. intouchable aujourd'hui, Parce je que pense. maintenant, Ouais. il est sursollicité. Déjà, il doit faire son manga qui a une fréquence et qui a une responsabilité super importante. Avec l'explosion des animés, il a probablement à répondre à des questions par rapport au comité, par rapport au machin. Il a déjà encore plus de sollicitations au Japon même, alors qu'au tout début, avant que le titre ne perce, les auteurs sont un peu plus accessibles. Si c'est un hebdo, c'est forcément plus compliqué qu'un mensuel, Ouais. parce qu'un mensuel, l'auteur ou les auteurs ont en général un peu plus de temps libre. Et puis, dernièrement, j'essaye d'en profiter pour faire des trucs qui sont pas encore sortis en France, mais des petits coups de cœur que j'ai croisés en librairie au Japon. Et si j'arrive à rentrer en contact avec l'éditeur japonais ou l'auteur, voire même des trucs qui n'ont rien à voir, hein. J'ai publié une interview de l'association des fabricants de bouches d'égout Ah au oui, Japon, mais il y a un parce vrai qu'il truc avec ça, ouais. Ouais. il y a plusieurs centaines de bouches d'égout avec des dessins de manga et d'anime Ouais. dessus, et donc j'ai voulu voir comment remonter l'histoire de ça et autres. Là, Il est sorti ce papier ou j'ai tu vas le sortir? Ouais, non, ce papier, il est sorti, Ok. ouais. Bah, tu vois, celui-là, il a pas eu autant d'écho que j'espérais. Tu vois, c'est con parce que c'était un super Ouais, travail. mais c'est. J'en ai On fait un poussera sur les réseaux. IC, Ouais. juste avant Japan Expo. Donc IC, qui est le premier fabricant de trames pour manga. Donc de trames, de planches de Oui. manga, d'encre, de trucs. Et donc celui-là voilà, pour moi, c'est une fierté absolue. Et ils m'ont dit que c'était la première fois qu'ils avaient été interviewés par un journaliste qui connaissait aussi bien leur truc. Je l'ai bossé pendant des mois. J'ai lu tout ce que je pouvais. Enfin, c'est énormément de travail. Des fois aussi, tu as des rencontres un peu par hasard. Donc là, j'étais en vacances au Japon récemment. Mais vraiment, hasard complet, j'ai rencontré un artisan tailleur de pierre qui est celui qui a fait les poneglyphes pour les 25 ans de One Piece. Donc il y a eu des poneglyphes taillés en vraie pierre lissée, donc 2 kilos pour des cubes de 10 cm3. Un beau bébé. Et voilà, donc je l'ai rencontré, donc j'en ai profité pour l'interviewer. Ok. Donc là,
on attend une validation de savoir s'il a le droit de dire tout ce qu'il a dit Ah oui. et rouler jeunesse. Mais donc des fois, ouais, t'as des rencontres comme ça, des fois t'as des outings. Donc un manga que j'aime beaucoup, qui m'a fait flasher. Je contacte le temps qu'on set up l'interview, parce que c'est mieux quand on peut le faire en personne. Et ben entre temps, le titre a été acheté par un éditeur français. Ah, Mais l'interview était déjà prête. et comment tu fais? Donc C'est... là, du coup, là, j'ai demandé, là, dans cet exemple concret, l'interview devrait plus tarder à être publiée Ok. d'ailleurs. Je mentionne juste que le titre est acheté, mais je dis pas par qui et je dis pas quand. Ouais, mais Enfin, je t'es dis obligé juste de qu'il valider avec il sera l'éditeur officialisé en Ouais, c'est 2024. ça, t'es obligé d'attendre que l'éditeur te... Je suis pas obligé, mais quand t'es un mec sympa et réglo, tu leur Ouais, demandes c'est quand de la même, quoi. bienséance, Non, quoi. là, pour le coup, il y Ouais. a aucune obligation, mais comme je suis pas une ordure, enfin, on va dire, il y a aucun intérêt à Ouais, aller dire, le scoop, tel titre sortira chez machin. En vrai, on s'en fiche. L'intérêt du papier, c'est ce manga est top, parlons avec son auteur. Voilà. C'est. Ok. Et dans ce qui est pas sorti, si t'en as un que tu dois citer, tu te diras ça c'est le futur carton, c'est la future pépite, ou peut-être pas forcément pépite, mais c'est vraiment le truc à découvrir si ça sort en France. Si t'en as un là comme ça, là, qui te, je sais pas, je te prends de court, hein. Je suis désolé, mais Alors attends, parce que du coup, je me suis noté un nom, je le mais savais. je vais juste regarder dans mes Vas-y, trucs, vas-y. ouais, parce que je fais ma petite veille aussi. J'ai 2 titres. Eh Là, ben donc, vas-y. j'ai cette interview. Cette interview en question, donc c'est La Mariée de Bretagne. C'est un manga qui se passe en France au C'est XIIIe des siècle. Japonais qui écrivent sur Et la France, c'est ça? Du coup, si je comprends bien? Ok, ouais. d'accord. Et c'est un manga de passionné qui connaît vraiment bien la France, mais vraiment hardcore de l'histoire, Ah hein. ouais. D'ailleurs l'auteur prend des cours de français depuis qu'il travaille sur ce manga, donc tu vois, enfin Ah oui, c'est il a poussé le truc jusqu'au bout, quoi. c'est Ah, excellent. ouais, non, c'est assez incroyable, un gros geek. Alors en plus, pour l'anecdote, à un moment il y a des armoiries qui ont été dessinées et il se trouve que vaguement ça croise les armoiries de certains de mes ancêtres. Donc tu sais, quand tu remontes, hein, je dis pas ça pour faire genre je suis noble, hein, absolument pas, Non, je suis non, un gros mais roturier. pas de stress. Mais donc On a tous une quand mon descendance, hein. grand-oncle Enfin, on a tous des ancêtres, pardon. avait fait les trucs, ouais, voilà, Mm. donc c'était super marrant parce que je connaissais un morceau de cette histoire qui est un morceau mais absolument pas connu. Tu vois, on n'apprend pas ça dans les livres d'histoire, mais moi, comme mon grand-oncle était remonté, il avait dit, ah, ça c'est dans la famille, bah forcément, gamin, on en lit un peu plus, et donc j'ai pu parler avec l'auteur de trucs, et donc je sais ce qui va se passer plus tard dans l'histoire, mais bah, comment vous savez ça? En fait, c'est vraiment un gros hasard, Ouais, quoi. mais la vie est faite Et, de hasard, hein, donc c'est excellent. Ok, donc on Et, se note, tu vois. et donc ça, et donc l'autre qui m'a bien fait marrer là, c'est Eiwa no Kuni no Shimazaki-hei de Hamada Goten. Et celui-là, bah, on revient à ce côté un peu décalé, comme Fable ou comme Mariage Toxine, d'un type qui essaye de vivre dans la société normale, mais qui lui est en fait vraiment anormal. Donc c'est l'histoire d'un type qui doit avoir 30-40 ans, je suis pas facile de juger, donc un adulte, Un vieux clairement pour adulte, l'univers manga, parce euh, qu'on est vieux à partir de qui, 27 ans. ouais, voilà, bah donc on est dans un seinen qui essaye de se réinsérer dans le Japon d'aujourd'hui, sauf qu'en fait ce gamin fait partie de... En fait, il y a un avion qui avait été détourné, donc il y a 20-30 ans, et lui était un enfant, un bébé à bord de cet avion. Et il a été détourné par une secte slash groupe de terroristes. Et donc il a été formaté pendant des années par cette secte et ce groupe de terroristes pour en faire un enfant combattant. Et donc, et à l'instar du mec de Fable, à l'instar du maître des poisons dans Mariage Toxine, c'est un tueur implacable. Le mec, il te repère un sniper à 2 kilomètres, enfin, il a un sixième sens, il est très très fort, et il reste toujours stoïque et tout. Et donc c'est comment il essaye de rentrer dans la Ok, société, ça me chauffe pas mal. pas forcément de faire amende honorable des meurtres qu'il a pu faire, juste essayer de rentrer dans la Avoir des société. potes. Et finalement, c'est pas Ouais. forcément facile, d'autant plus qu'il reste encore
d'autres personnes dans cette secte, donc qui ne sont pas forcément trop contents, qui cherchent à retrouver une vie normale. Et voilà, donc c'est pas mal. Et ouais, pour moi, c'est un très très bon potentiel. Et chers éditeurs, si vous écoutez ce podcast, allez-y, ça me ferait plaisir. Voilà, et ça devrait bien. C'est prépublié où pour celui-là, si les gens veulent essayer de le trouver plus ou moins légalement, on va dire? C'est chez Kodansha. Donc dans le morning, chez Kodansha. Donc voilà, donc à partir du moment où c'est chez Kodansha, on a une bonne chance de le voir arriver chez Pika. Il y a de grandes chances qu'on le voit. Ouais. Donc tu vois, là pour le coup, voilà, donc c'est chez Kodansha, il y a de grandes chances que ça arrive chez nous un jour. On croise les doigts alors, parce que ça a l'air très prometteur sur le papier en tout cas. Ouais, c'est un bon titre. Bon, mon cher Valentin, est-ce qu'on se lancerait pas quand même dans le vif du sujet, c'est pourquoi je t'ai fait venir aujourd'hui. Alors, pour les auditeurs et surtout pour toi, parce que c'est ta première émission, je vais rapidement rappeler le concept du podcast. En fait, l'idée c'est quoi? C'est qu'on s'attarde un peu sur le premier chapitre. La petite nouveauté du podcast, c'est que à l'époque, on le faisait vraiment en pas à pas, en déroulé. Là, on va surtout faire une espèce de gros résumé de ce qui se passe dans le premier chapitre, des enjeux qui sont posés dans le premier chapitre, parce que c'est généralement ça qui donne la tendance en fait du manga. Présenter peut-être les personnages qu'on aura à faire, et après, on va partir un petit peu on va dire en roue libre, pas en roue libre, mais on va surtout échanger sur l'auteur, sur sa façon de dessiner, sur le titre du jour. Donc aujourd'hui, on vous parle donc de Katsu de Mitsuru Adachi. Yes, c'est une tuerie. C'est une tuerie, je confirme. Alors moi, pour les auditeurs, petit background, moi je le découvre là. Je suis un néophyte d'Adachi. J'ai lu Touch déjà, je suis en train de lire Roth. J'ai de côté, alors j'arrive jamais à le prononcer, celui qui se passe dans le médiéval, la Niji, j'ai plus le nom, mais tu vas peut-être m'aider. Enfin bref, le nom me revient plus. Et je suis donc la parution de chez Nobi de Katsu, donc c'est sur celui-ci qu'on va s'intéresser. Mais avant de se lancer dans l'œuvre... En tout cas, alors, du coup, je reviens juste sur ta question. Donc, Nijihiro Togarashi, qui est un jeu de mots sur les chichimi, donc le mélange de 7 épices japonais, parce qu'il y a 7 frères et sœurs, et donc ils ont chacun un nom d'un des épices. Parce que Mitsuru Adachi adore les jeux de mots. Avant de se lancer donc dans l'œuvre, on va faire un petit focus sur l'auteur. Je vais te laisser la main, parce que je pense que tu es le plus à même à en parler, un petit peu qui il est, un petit peu son parcours. J'ai l'impression, alors tu m'arrêtes si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il est en retraite là aujourd'hui. Est-ce qu'il fait encore des choses ou pas? J'ai pas l'impression. Il a un mix qui est toujours en cours de publication, qui est un mensuel. Il commence à avoir un petit peu d'âge, le monsieur. Il a quoi, 70, 75? J'avais regardé. 76, ouais. Bon, on dessine encore à cet âge-là, mais... mais je te laisse en parler. Il a 72, pour être exact. Il est de 51. Donc, sur l'échelle de Ryoichi Ikegami, il peut encore faire des mangas dans encore quelques années. Il continue, hein. Il continue, il est... c'est un gros fumeur, et donc il prend soin de sa santé. Il a une coach sportive qui l'aide à faire des exercices et tout ça. Donc non, il prend soin de lui, il est très bien, et j'espère qu'il m'enterrera. Tu vois, je préfère mourir avant quoi qu'il en soit. Donc, oui. Mais j'ai aucun doute qu'il sera centenaire. Ah, d'accord. Ah, toi, tu le vois centenaire, toi. Ouais, je le vois centenaire, et je le vois encore nous faire des mangas pendant longtemps. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de lui? Est-ce que tu as des choses à dire? Est-ce que déjà tu l'as interviewé? Est-ce que déjà tu... Je l'ai interviewé, je l'ai rencontré plusieurs fois, j'ai eu la chance de pouvoir aller même chez lui et dans son atelier. Ça, je t'en parle. Donc, en tant qu'autoproclamée femme numéro 1 de Mitsuru Adachi en France, là c'était un rêve d'enfant. Donc on parlait tout à l'heure de la difficulté des interviews. Donc ma première interview de Mitsuru Adachi, ma seule publiée, parce que ma deuxième c'était une rencontre, c'est un travail de 3 ans.
Ok. Ça, c'est des demandes pendant plus de 3 ans, un quiproquo la première fois parce qu'on m'avait dit oui. Du coup, j'étais allé au Japon, mais vraiment juste pour ça. Mais finalement, en fait, c'était pas. Il y a eu un problème dans la transmission, donc c'était pas un oui. Donc je suis rentré très très triste et finalement l'année d'après, c'est devenu un oui. Ok. Donc voilà, Mitsuo Adachi, c'est le roi des comédies romantiques. Vraiment, il a commencé en tant que dessinateur, parce que son frère mangaka lui avait dit ouais, viens à Tokyo, fais du manga aussi. Et il a commencé en tant que dessinateur auprès d'un scénariste. Et à l'époque, encore une fois, hein, il est né en 50. À l'époque, la majorité des mangas shoujo étaient écrits par des hommes, Oui. écrits et dessinés par des hommes. Il y a vraiment eu un petit plafond pendant un moment. Donc il a commencé dans le shoujo. C'est probablement pour ça qu'il a acquis une telle maîtrise des romances, une telle facilité, une telle aisance Ouais. à en parler, parce que c'est ce qu'on lui avait demandé de dessiner au départ. Hein, c'était très fleur bleue les shoujo à l'époque, hein, avant que le groupe de l'an 24 Oui. vienne un peu casser tous ces codes. Et après, lui, il adore le baseball, il aime beaucoup la boxe aussi. On reviendra sur ça. Donc, il a publié son premier titre en tant qu'auteur, Nine, un manga sur le baseball qui a très bien marché. Puis après, il en a fait d'autres. Il a connu un carton euh, incroyable en 1981, donc l'année de ma naissance, comme quoi il y a peut-être un signe, Sûrement. avec 2 mangas hebdomadaires qui publiaient en Oui. même temps. Donc vous imaginez la brute. Hein. Il publiait Miyuki en shoujo et Ouais. Touch en shonen. Ces 2 titres hebdomadaires en même Il temps. le dit Donc c'est d'ailleurs dans le 32 manga. pages par Il le semaine. dit d'ailleurs. Ouais. C'est 32 pages par C'est semaine, c'est incroyable. incroyable. Et ces 2 titres ont été des cartons absolus, des records de vente. Et donc à l'époque, dépasser le million, c'était déjà un exploit. Donc en fait, il a reçu plusieurs plaques de l'éditeur, un peu comme les disques d'or, tu sais, Ouais. avec les couves des mangas et avec marqué dessus 1 million, 5 millions et tout ça. Et donc j'ai pu les voir et les prendre dans mes mains pour Ah tout ouais, dire. incroyable. Et c'est assez fou. Il a reçu le grand prix du manga en shoujo et en shonen la même année. C'est arrivé que 2 C'est ce fois que dans j'allais toute te l'histoire demander. de ce Eh ben Grand oui. Prix. Donc, et c'est donc lui le dernier à avoir fait ça. Donc, pour 2 titres qui publient en même temps. Et pour l'anecdote, ces 2 titres en fait ont la même origin story. Ok. ce qui est complètement fou. En fait, c'est presque le même. C'est pas le même pitch, mais c'est le même high concept traité de façon miroir entre Miyuki et On n'a Touch. pas Miyuki en France, hein, de Ce mémoire, hein, qui, si je dis pas de bêtises. on a eu le dessin animé qui s'appelait Salut les filles, qui était diffusé sur la 5, Ah, mais on n'a pas le manga en ok. France. Et voilà, je peux le dire en toute transparence, hein, j'ai essayé d'en acquérir les droits et de monter ma maison d'édition pour le publier, mais je suis trop petit et le marché du manga est tellement important que les éditeurs, ils ont pas envie de travailler avec des minuscules comme moi, ça se comprend, tu vois. Mais c'était quand que tu as voulu faire ça? S'ils C'était m'accordent- récemment ou il y a longtemps? C'était avant le Ah, avant Covid. le Covid. C'était avant le Ok. Covid, j'avais économisé plein d'argent. Et voilà. Bon, bref. Mais peut-être un jour. Bah oui, Peut-être un oui. jour. Sacrée À voir, anecdote en quoi. tout cas. Sinon, je le tenterai en anglais. En anglais et en numérique. Ça Ouais, passera il y a un peut-être plus risque facilement. financier un peu moins important, je pense. Mais c'est même pas une question de risque financier, parce que là, pour tout dire sur le Miyuki, je pouvais perdre de l'argent, j'en avais rien à faire. Je voulais juste les sortir pour avoir ma propre version en papier de qualité chez moi, quoi. Non, c'est juste une question de droit. C'est parce que c'est plus facile, comme le marché est moins noyé par des éditeurs. Il y a beaucoup moins d'éditeurs en nombre aux États-Unis, et donc c'est peut-être plus facile de venir et Ah, ok, d'essayer je d'exister, comprends quoi. la démarche. Ok. C'est juste pour ça, hein. Et que comme je peux parler l'anglais facilement, je peux encore les lire, quoi. Alors que je pourrais aller sur le marché polonais, qui est très dynamique, mais qui a là aussi très peu d'éditeurs. Mais ouais, non, Non, je parle pas le polonais, donc c'est un ça peu plus m'intéresse pas complexe. trop. Donc voilà, donc l'origine de Miyuki et Touch, c'est son tanto de l'époque, donc son éditeur, qui allait au concert d'une chanteuse très célèbre à l'époque et qui chantait des chansons plutôt un peu noires. Tu sais, genre
pas Ouais, forcément chagrin d'amour, la mais gothique un peu, tu sais, voilà, les mots goth, quoi. c'était des balades un peu sombres et un peu dures. Et en fait, au concert, il a vu qu'elle était complètement joyeuse, hyper gentille, limite qu'elle avait pas la même voix, tu vois. Et il a été surpris par ce Ah bah décalage et ouais, tu presque m'étonnes. cette double Ouais. personnalité. Et donc il s'est dit, ouais, ça serait intéressant d'en faire une histoire. Et donc il va en parler avec Mitsuru Adachi. Et ensemble, ils se disent, ok, on peut tourner autour de ce, ouais, de presque cette double personnalité, quoi. Donc c'est pas vraiment Yandere parce que, mais vraiment deux personnalités opposées, un yin-yang, quoi. Et en parlant, ils se disent, ah, mais ça serait peut-être plus intéressant en fait si on faisait deux Eh oui. personnes mais qu'on gardait le même prénom. Et c'est pour ça qu'en fait, tu as deux protagonistes qui s'appellent toutes les deux Miyuki, et donc et qui ont des caractères un peu opposés, en fait, enfin, au début, parce qu'on comprend qu'elles ont des psychés quand même, des trucs assez proches, mais tu vois, la timide, l'expansive, les cheveux courts, les cheveux longs. Vraiment, c'est vraiment une approche yin-yang, Il aime bien ça, hein, mais qu'on dans même ce prénom. manga, hein. C'est vrai qu'on le voit, c'est toute Il, sa il, marque de fabrique après, hein. Mais oui, oui. Mais en fait, Ouais. c'est sa manière de gérer la finesse qui permet ça, quoi. Et donc, il fait ce manga avec ces deux héroïnes qui ont le même prénom, et son éditeur lui dit, bah, tu voudrais pas aussi faire un shonen et pourquoi pas exploiter cette même idée. Et en fait, c'est là où, donc, dans Touch, donc Théo la batte de la victoire, il crée les deux personnages, mais là cette fois-ci, il va même encore plus loin parce qu'il en fait deux jumeaux. Donc ils ont plus le même prénom, mais c'est deux jumeaux qui sont Les opposés? les opposés polaires l'un de l'autre, en tout cas au Oui. début. Et c'est incroyable de se dire que juste sur un tanto qui va à un concert et qui se dit ça, et qui en parle après à un auteur hyper talentueux, bien entendu, on arrive à deux œuvres marquantes de l'histoire du manga japonais. J'insiste vraiment, hein, deux œuvres marquantes, hein. Miyuki, je crois que c'est un des premiers shoujo à passer la barre des 30 millions de ventes. Ah Et ouais. Touch, c'est le premier manga, entre guillemets, de sport à passer la barre des 100 millions. Et d'ailleurs, quand je dis c'est le premier, il y en a que trois. Le troisième, c'est Hajime no Ippo qui vient juste de le passer il y a quelques Ouais. mois. Captain Pendant Tsubasa? très longtemps, ils étaient que deux. Non, Même pas? absolument pas, c'est Slam Dunk, C'est Slam Dunk l'autre. l'autre. Captain Tsubasa n'a pas passé les 100 Ok. millions. C'est Slam Dunk. Et c'est Slam Dunk lui, qui les a largement explosés, puisque Slam Dunk, lui, il a passé les 250. Mais en fait, voilà, la barre des 100 millions, elle est super dure à passer, quoi. Et en plus, on parle là de l'avoir passé avec un titre qui n'a pas tant de volume que ça, au final. 27, si je dis pas de bêtises, c'est ça? Ouais. Ouais, on est à 27 tomes, donc t'as 27 tomes passé la barre des 100 Ouais, millions. c'est incroyable. Slam Dunk aussi est court, mais Hajime no Ippo, il est à 138. Ouais, donc il peut les passer facilement, Euh, entre guillemets. pas facilement non plus, parce que ça reste vraiment passé 100 millions, Oui, oui, non, c'est un chiffre qui semble simple maintenant qu'on a vu One Piece et Naruto, mais One Piece et Naruto sont des exceptions. Ouais. C'est des trucs fous, quoi. Si c'était juste, je disais, Euh, c'est simple dans le sens où par rapport aux 27 de Touch et aux 130 volumes de Hippo, tu te dis que voilà, il y a quand même plus de probabilité qu'il les passe que l'autre. Mais Bah, ça reste quand même plus de 80 000 ventes par tome avec un effritement. C'est-à-dire qu'il a réussi à fidéliser sur plus de 20 ans. Enfin, c'est énorme. c'est un truc. En fait, non, c'est pas vraiment plus simple, quoi. Mitsuru Adachi, c'est aussi, donc j'ai eu la chance de pouvoir faire plein d'interviews de mangaka, et je pose souvent la question de qui sont vos influences. Et en fait, par rapport aux auteurs de notre génération, enfin, aux nouveaux auteurs d'aujourd'hui ou à ceux qui étaient nouveaux il y a une dizaine d'années, les deux auteurs qu'on me cite le plus souvent comme influence, c'est Togashi et Adachi. Et voilà, donc c'est juste pour montrer à quel point il est important, dans le paysage. au Ouais, c'est Japon. Il est incroyable, enfin, il est incroyable tout court. Et en alors, fait. question toute bête, mais Et, est-ce qu'il est sympa? C'est ça, c'est tout con. il est adorable, il est d'une humilité Ouais. incroyable. Enfin, Je sais pas pourquoi, mais ça transpire. Alors, encore une fois, moi, je suis assez néophyte parce que j'ai pas tout lu, mais c'est con, mais ça transpire en fait dans ces mangas
que c'est quelqu'un d'assez humble. Il joue tellement en fait avec le lecteur, il brise souvent le quatrième mur, on en reparlera. Et justement, où des fois il balance des petites vannes à ses éditeurs, tu te dis ça a l'air d'être un mec cool, tu vois. Je sais pas pourquoi, mais tu le ressens en fait dans sa façon d'écrire. C'est très compliqué à expliquer, mais ça me surprend pas en fait ce que tu me dis. Non, non, il est d'une humilité incroyable, il est adorable, ouais, ça restera la rencontre de ma vie, quoi. Bah, je pense que je profiterai pour mettre le lien de ton interview, parce que ce sera l'occasion. On la retrouve, t'as tout compilé, hein, je crois, hein, t'as un lien, on peut retrouver tous tes papiers. Fait un Linktree, ouais. Mitsuo Adachi, c'est l'auteur qui, pour moi, a le mieux compris la comédie humaine. Incroyable. Et Enfin, moi, je sais, c'est il une baffe. il y a une humanité dans tous ces personnages qui est voilà, parce que, enfin, qui est palpable. En fait, Mitsuo Adachi, quand tu lis ses mangas, t'as cet effet impossible, hein, improbable, parce que c'est le Japon d'une autre époque en plus pour Miyuki et Touch, hein, parce qu'on parle d'un Japon des années 60-70. Ben, tu te sens nostalgique. Il arrive à nous faire nous sentir nostalgiques d'une période, qu'on n'a pas connue. d'un environnement qu'on n'a Ouais, pas c'est connu. clair. C'est incroyable. Moi, il me fait ressentir des émotions que j'ai jamais ressenties. Bon, bien sûr, je ressens plein d'émotions en lisant plein d'autres mangas, mais être en symbiose à ce point-là avec une histoire, avec un univers, avec un environnement. Ouais, moi, Mitsuo Adachi, c'est mon dieu, en fait. C'est assez indescriptible en fait comme sensation parce que en fait j'ai envie de dire aux gens faut le lire pour le comprendre. Moi je sais que ma première porte d'entrée en fait c'est ça, c'est une atmosphère, c'est une atmosphère, ouais, c'est ça. C'est une ambiance dans laquelle il arrive à nous faire rentrer. C'est une gestion du rythme qui est incroyable. Parce que c'est aussi le roi des non-dits. Oui. Il a déclaré, lui, il explique ça de manière très humble en disant « Oh, parce que je suis fainéant ». Bah, absolument pas. Non, en fait, il fait confiance à ses lecteurs pour comprendre, mais il les guide aussi tellement en posant des choses très très simples. Là-bas, on va prendre Katsu. On va rentrer dans ton concept, dans ton très bon concept d'émission. Donc, si on prend la première page de ce premier chapitre, on arrive une scène de pluie. Voilà, c'est la saison des pluies. Tu vois tout de suite quand est-ce que tu es au Japon. Pourquoi ? Parce que il est très très fan de haïku aussi, Mitsuo Adachi. Et donc en fait, dans les haïkus, tu dois faire un poème en 4 vers, et tu as toujours un mot-clé qui te permet d'indiquer la saison. Que tu dises neige, que tu dises fleur de cerisier, que tu dises machin, en fait tu places la saison, tu donnes la période de ton histoire. Et en fait là, c'est assez rare d'ailleurs qu'une histoire commence pas au printemps. Le printemps c'est la rentrée scolaire, donc en général tu les fais se rencontrer. En fait là on commence un peu après, décalé, ouais. Ce qui lui permet de nous dire que les personnages se sont déjà rencontrés entre eux dans leur école. Et donc là c'est la saison des pluies, donc on est vraisemblablement en juin au Japon. Et c'est hyper intéressant. En une seule page, sans nous présenter un seul personnage, il nous a déjà posé le décor. Donc on est dans une banlieue urbaine. Parce qu'il y a des petites maisons et c'est pas des gros immeubles. On a la saison des pluies, donc on sait qu'on est en juin, donc vraisemblablement les personnages qu'on va voir se sont rencontrés il y a au moins plusieurs mois, donc il y a eu le temps de créer des liens d'amitié, créer des liens de défiance, de se poser des questions sur des relations entre certains trucs. Ça, en une seule page, il nous fait tout ça. Ah non, mais c'est fort parce qu'il a cette manière d'introduire les personnages par l'image. Je trouve que en fait sur ce premier chapitre là en fait il est assez bavard quand même puisque ça te décrit un peu l'environnement, ça te pose le contexte et les personnages, mais tu vois, pour refaire le parallèle avec le début de Touch, il parle assez peu les personnages et en fait c'est juste des superpositions de cases où tu comprends en 2-3 cases à quoi tu vas avoir affaire, et c'est là où il est super fort parce que alors, on pourrait trouver... C'est vraiment le maître des non-dits. C'est l'auteur le plus abouti sur la manière de te faire comprendre, de te faire percevoir des choses sans même te le dire. Là, si on continue de dérouler ce chapitre, on a après cette première page, on a une double page
qui nous place le héros dans un environnement un petit peu champêtre parce qu'il a un beau jardin avec des Il a une arbres. PlayStation 2, faut le dire aussi, ça replace dans le contexte. Ça, c'est Ah c'est oui, c'est juste la page après. d'après, pardon, Là oui, excuse-moi, oui. t'as cette Oui, double page où on voit son nom, le titre du manga. D'ailleurs, très souvent, il joue sur le titre du manga et les noms des personnages, notamment avec H2. Euh, et donc, on voit ce héros qui est vraiment très, très bon enfant. Tu vois, il est souriant, insouciant, la on pourrait vie dire. Ouais. insouciant, puis tu sais, il est heureux. Voilà, il est bien dans sa peau. Donc, on sait on commence pas avec un héros qui va avoir besoin de sortir de quelque chose. Juste après, finalement, au lieu de nous le présenter dans une action, il va fermer la porte parce qu'il pleut. Et donc, donc déjà, il prend le lead par rapport à l'histoire, euh, où tu te dis, en fait, voilà, le héros, il est en train de faire une impro par rapport à ce que l'auteur avait prévu. Et la page d'après, où il y a la PlayStation 2, qui n'est pas l'information la plus importante de cette page. L'information la plus importante de cette page, c'est le foreshadowing qui nous fait sur le héros qui arrive à rattraper tous les trucs que sa petite sœur fait tomber. Mais ça, on le voit pas. Là, tu as la première Oui, implication de ce héros a des très bons oui. réflexes. Et mine de rien, ça va être mis de manière insidieuse, mais plus tard, ça sera très Mais important. est-ce qu'une Et première lecture te permet de détecter ça? Je suis pas sûr, en fait. alors, une première lecture, quand tu connais Mitsuru Adachi, t'as jamais rien de gratuit dans ses mangas. Bon, sauf peut-être de temps en temps un petit panty-shot. Mais tout, tout a un sens, tout est là, c'est harmonieux, c'est équilibré, c'est absolument pas pour rien. D'ailleurs, je dis qu'il rattrape tout sauf un truc, parce on garde aussi, très important, un côté comique, très très présent, qui va lui permettre de lui mettre un pansement sur les quelques pages après, de générer un dialogue, une interaction entre lui, entre Katsuki et sa petite sœur, Chiaki, et là c'est super intéressant. Après arrive le copain. Donc le copain, qui connaît pas depuis longtemps, parce que justement, il lui fait des blagounettes, et en fait, il t'explique qu'ils se sont rencontrés en avril. Donc là, tu vois, c'est assez important de dire que ils nous avaient déjà placés en juin, et Alors, tu je me sais permets depuis juste combien de temps ils se ils connaissent. disent qu'ils se connaissent depuis la primaire, pour le copain. Ouais, pardon, ils se connaissent depuis Ouais, après, et qu'ils sont rentrés dans en le même même temps, lycée ouais, en ouais, c'est ça. avril. Donc en fait, ils ont rencontré d'autres personnes dans le lycée, notamment la nouvelle Katsuki, enfin l'autre Katsuki. Donc là aussi, jeu de mots, ça se KC, prononce de la même manière, ça s'écrit c'est pas ça. pareil. Oui, alors là, c'était très difficile pour la traduction française, parce que ce que tu faisais avec un C ou avec un K, là, c'était très Je trouve intelligemment fait. il est bien traduit parce qu'en fait, encore une fois, je parle pas japonais et je connais pas la version originale, mais je trouve que toutes les blagues, jeux de mots, ça fonctionne en fait. Je trouve, enfin, c'est. Ouais, je peux vous dire que Thibaut, il y a passé beaucoup de temps, mais en même temps, il est lui aussi très très fan de Alors, l'auteur, on hein. rappelle, traduit par Thibaut Desbief, si je le prononce bien, c'est ça? Voilà. Yes, Thibaut Desbief qui s'était mis au japonais pour lire Adachi en japonais. Incroyable. Donc, D'accord, ok. Donc c'était euh, la personne la mieux placée pour traduire Adachi, quoi, du coup. je pense que je serais moi-même peut-être pas autant fan des mangas si Touch n'était pas rentré dans ma vie, quoi. Et donc arrive ce personnage de Katsuki qui est déguisé, mais là on voit tout de suite que lui, Katsuki avec un Oui, K, le garçon. le Katsuki, la reconnaît de suite. Donc il la reconnaît, ça nous permet de comprendre plein de choses. Ça nous permet de comprendre, bon, déjà qu'il a probablement une meilleure vision que son copain, mais surtout ça nous permet de dire qu'en fait il y avait déjà prêté attention. Donc là il y a anguille sous roche. Ça veut dire qu'il avait déjà repéré cette fille, tu vois. Ce qui est intéressant, c'est que c'est la double lecture en fait où son copain se surenchérit en fait dans la description de, je lis le passage, hein, tu vas pas en revenir si elle enlève sa casquette, qu'elle détache ses cheveux, qu'elle retire ses lunettes. Il a même pas besoin d'en fait de le dire qu'en fait il y a un espèce d'encadré, on sait que c'est en fait Katsuki garçon qui parle et qui dit oui, c'est Katsuni Mizutani. Et mais oui, ça montre aussi qu'il a le sens de l'observation, quoi, aussi quelque part. Oui, et puis ça nous permet aussi de dire en fait que là elle est grimée et qu'en fait elle ressemble à autre chose. Et c'est hyper intéressant. Ensuite, il nous la place très très vite dans le décor. Elle est lycéenne, mais elle travaille alors qu'elle n'a pas le droit de travailler.
Donc là aussi, il y a des implications. Pourquoi elle travaille? On le découvrira plus tard. Mais là, tu vois, c'est pas pour se faire de l'argent de poche et s'acheter un sac Gucci. Elle travaille parce que ses parents sont divorcés et elle veut aider sa mère, quoi. Donc il y a plein de raisons. Ensuite, il va même encore plus loin. Elle travaille beaucoup, elle travaille bien parce qu'elle est consciencieuse et ça gêne deux autres employés de la Qui vont vouloir en station-service Laverie découdre. Ouais. où elle bosse et qui lui disent voilà, tu nous fais passer pour des moins que rien ou des fainéantes parce que toi tu travailles, donc on a l'air nul. Et elle dit bah moi je préfère travailler que me tourner les pouces, tu vois. Enfin, une réponse très très simple et très sobre. Et là tout de suite elles vont essayer de l'agresser. Parce que c'est deux femmes qui lui cherchent des noises, ouais. Elle va esquiver ces deux, je vais dire un mot grossier, elle va esquiver ces deux Ah oui, tu grognasses, peux. ces deux Elles méchantes. sont vraiment dessinées comme des grognasses, hein, donc tu peux le dire, il n'y a pas de souci avec ça. Ouais, Il les a un peu enlaidis il a quand aussi une même. Ouais. capacité à dessiner les personnages patibulaires. Là aussi, c'est assez incroyable. C'est caricaturesque. En Ouais. fait, c'est ça. C'est presque des caricatures. Et d'ailleurs, donc non seulement Katsuki va esquiver leurs attaques, enfin leurs coups de balai, mais elle va en plus leur dessiner sur le visage. Donc là aussi, petit indice, non seulement elle a des très bons réflexes, mais elle aurait pu les gifler, les taper ou autre. Elle ne l'a pas fait. Elle s'est montrée au-dessus de ça. Elle est professionnelle là où les autres sont amatrices, donc elle n'a pas à faire ça et c'est assez incroyable. Et après, on revient encore derrière, mais sur le côté miroir, parce qu'elle a été changée dans les toilettes publiques, et donc là, on voit en fait qu'effectivement, elle est très très belle. Et en fait, elle est tellement belle que les deux nanas avaient été chercher leurs copains, leurs petits amis, deux voyous aussi, hein, qui traînent avec elle pour aller punir cette insolente. Et sauf que eux, quand ils la voient, ils disent waouh, mais en Ouais. fait, on est amoureux aussi. Et en fait, ils punissent leurs copines, quoi. Donc ça devient assez ridicule et c'est un peu clownesque. Et donc là, on est dans le ton. Et il nous confirme tout de suite après que son père est Parce qu'on n'a boxeur. pas parlé de boxe jusque-là, et c'est vrai que Katsu On n'a est pas un parlé manga de sur la boxe. boxe. Eh oui, c'est... Katsu est un manga sur la boxe. C'est le deuxième manga de Mitsuru Adachi où la boxe est entre guillemets le sujet principal. Il y avait Slow Step avant. Pardon. Slow Step, ouais, c'est ça. Ouais, Slow Ouais. Step, ouais, parce qu'il y a aussi le softball. Mais en fait, la boxe a toujours été là dans plein des mangas d'Adachi. Donc, par exemple, si on reprend Touch, le héros, à un moment, fait de la boxe. Et Arada, le personnage secondaire le plus intéressant de tous les personnages secondaires de l'existence du Je manga, confirme, je te dis, je fait de suis la d'accord boxe. avec toi. J'adore ce personnage. Ah oui, bah tu parlais de briser le quatrième mur. Arada est le meilleur vecteur de ça. C'est la voix de l'auteur. C'est incroyable. Et d'ailleurs, bon, je vous spoil, mais il revient dans Mix. Et c'est Donc tu me impressionnant motives à les lire Mix. frissons qu'on a quand on le voit arriver. Mix, Le nombre de tomes est long, ça fait peur. Mais c'est l'univers de Touch 20 ans après. Donc on revient dans le même lycée 20 ans après. C'est absolument pas une suite de Touch, hein, qu'on confonde pas, mais on revient dans cet univers. Et quand on parle de la magie de Mitsuru Adachi à nous sentir nostalgiques et tout, bah ouais, revenir dans l'univers de Touch, c'est assez fou. on en parlera quand on décryptera le manga, enfin l'œuvre Katsu en deuxième partie. On va s'intéresser plutôt à tout ce qui est dessin, à ses influences. Mais on peut le dire, c'est un auteur qui fait du méta avant qu'on fasse du méta, quoi, tu vois, le méta qu'on connaît aujourd'hui, quoi, qui arrive à interconnecter d'une manière ou d'une autre très maligne ses œuvres. Mais on se le garde pour après si tu veux. Ouais, complètement, des petits clins d'œil, des références. Ça va pas aussi loin que le Leijiverse parce que je pense qu'il le fait plus pour Oui, rigoler complètement. que par besoin. Mais oui, non, c'est maîtrisé. En plus, il joue avec quand il fait la rupture du quatrième mur en faisant des auto-promos où ses personnages achètent ses propres Ouais, c'est mangas, incroyable. ses autres séries de Ouais. mangas ou des trucs comme ça. Et c'est à chaque fois, c'est drôle, c'est bien fait, c'est très très fort. On voit tout de suite que c'est second degré. On apprend que le père est boxeur, donc tu disais, je te laisse reprendre le fil. Ouais, on apprend que le père est boxeur. Il insiste aussi sur, c'est pas juste une coïncidence parce que il y a l'excuse de la coïncidence de ils ont le même prénom.
pour faire genre ouais on était destinés et tout, mais il rajoute en même temps une autre nana dans la classe qui a le même nom de famille. et et ben elle est complètement ignorée par notre protagoniste parce qu'elle est, on va dire, elle est entre guillemets normale parce qu'il a pas flashé sur elle et donc en fait c'est pas juste pour la blague des prénoms. D'ailleurs il lui file la poubelle. C'est genre bon il y a la plus belle d'un côté, il y a la poubelle de l'autre. C'est hyper Ah, c'est méchant pas hein, cool. Mais bon, c'est c'est fin. Bon. mais voilà ouais tu fais les trucs et tu dis bah, voilà donc il y avait ce côté un peu destiné mais destiné un peu forcé parce que il avait un autre clin d'œil du destin avec une autre fille qu'il a choisi de complètement ignorer. Et en fait, c'est pour montrer, oui, il y a des clins d'œil du destin, mais en fait, à partir du moment où tu le veux, tu vas trouver le clin d'œil que tu Exactement. veux. Tu vas trouver toujours l'excuse. Tu vas dire, ah, mais en fait, elle a des chaussettes blanches aujourd'hui, moi aussi. Tu vois, enfin, tu peux aller chercher l'excuse que tu veux quand t'as besoin d'une excuse pour exprimer tes sentiments ou l'intérêt Tu l'arranges comme tu veux. ou Ouais. reconnaître tes premiers émois. Tu vas dire ah oui mais c'est pas juste moi qui a un cœur fleur bleue, c'est le destin qui a Tu voulu crois ça. pas si bien dire, c'est pas pour rien que le chapitre s'appelle Pas juste le fruit du hasard. Voilà, c'est encore une fois Ben très bien exactement, traduit. enfin, il Ouais, maîtrise ouais, tout. c'est. Enfin, y a rien qui est laissé au hasard, quoi. Ah ouais et On décrit un peu le personnage, tu sais, par l'intermédiaire du copain de Katsuki, qui lui explique justement que c'est la fille d'un boxeur, qui justifie en fait les actions passées. Et notre personnage, alors ce qui est rigolo, c'est qu'on reprendra la suite de l'histoire demain sur un grand fond blanc. Enfin, je trouve que c'est encore une fois la mise en scène, elle est juste incroyable. C'est le passage juste avant que Katsuki croise un autre personnage tout aussi intéressant, qui est son père. ouais. Et son père qui se contente pas d'être juste un personnage qui arrive et qui dit coucou je suis ton père, qui nous place le fait que bah, ils ont plus de maman, qu'il est veuf, ça c'est hyper, c'est fait de manière subtile. T'as envie de pleurer, tu te retiens et tu vois ça et en fait ça va leur faire un deuxième point commun. Alors déjà Mitsuo Adachi c'est aussi celui qui manie le plus intelligemment et le plus avec le plus de sensibilité la mort au sein de ses Hyper mangas. pudique, Alors, je trouve. déjà, Enfin, déjà parce il y en a tout le temps. ouais. Attention, Il y a tout le temps des morts on ne spoil pas, hein. Tu restes vague, qui... hein, parce que Non, oh là là. mais sans spoil, mais il y a souvent un personnage qui est orphelin, qui est un parent qui est veuf, ou peu importe les raisons, et quand je lui ai demandé pourquoi, il m'a dit bah, parce que c'est la vie. Ouais. En fait, tout simplement, c'est la vie, et dans la vie, donc, on en revient à ce que je disais, hein, c'est celui qui maîtrise le mieux la comédie humaine, c'est parce qu'il a choisi de faire la comédie humaine dans son intégrité. Il va pas la lisser cette comédie humaine. Donc oui, il y a des gens méchants, oui, il y a des gens roublards, oui, il y a des gens complètement altruistes, oui, il y a des gens qui ont des plaies à penser et qui vont les penser de manière différente. Et tous ces gens existent dans le Adachiverse et c'est ça qui le rend aussi palpable parce que il nous prend pas pour des idiots, il nous raconte la vraie vie. Chacun de ces mangas aussi improbable qu'il puisse être parce que tel personnage est très très beau ou très très fort en baseball ou très très fort en boxe ou peu importe. En fait, ils sont d'un réalisme Ouais. incroyable et voilà, on y croit, on est plongé dedans et même ces petits passages complètement, tu vois, il vient de nous faire 2 pages sur le fait que le père de Katsu est veuf et donc Que la mère de que Katsuki est Katsu et ouais. sa sœur ont perdu leur maman depuis 4 ans. Depuis un peu moins de 4 ans parce que c'est l'été l'anniversaire et donc là on est que en juin donc c'est plutôt août. Et juste après, il détend l'atmosphère avec une blague où le père voit une plémette en maillot de Piscine à bain vagues. et tâte les fesses d'une photo de Ouais. fesses quoi. Euh, voilà, donc ça, Alors on peut donner la particularité du papa de Katsuki, il a toujours la clope au bec. Voilà. Ça fait un peu le lien avec ce que tu oui, disais peut-être en début d'émission que Adachi était un grand fumeur. Je sais pas s'il y a un lien à faire ou pas, un parallèle, mais en tout cas, il a toujours une clope au bec, son père. ouais, je pense que les parents sont assez souvent des ersatz de lui-même, des Ouais. projections qui permettent, tu vois, d'avoir cette bonhomie, cette approche de la vie,
ouais, quels que soient les coups durs que la vie nous fasse, on va se relever et on va faire avec, quoi. Et juste après, donc ce moment de blague, là, il nous achève sur un pic d'humour absurde, qui est donc le pote de Katsuki venait d'apprendre par Katsuki qu'elle était fille de boxeur, et donc il a été s'inscrire au club de boxe tenu par son père pour, en espérant pouvoir la voir là-bas, parce qu'il s'était dit elle a des mouvements de boxeur, elle doit s'entraîner au club de son père. Et donc là Katsuki garçon lui apprend non, ils sont divorcés, elle vit avec sa mère. Donc là, il est quand même bien renseigné. Petite pièce du puzzle qui se met en place. Elle vit avec sa mère, donc on comprend maintenant pourquoi elle travaille, probablement. Et il lui dit, voilà, donc son père boxeur est un très mauvais gestionnaire, était peut-être un bon boxeur, mais un très mauvais gestionnaire de club de gym. Donc il avait des dettes. En plus, il était mauvais quand il buvait de l'alcool. Et comme en plus il est boxeur, donc tu vois, s'il a une main qui se balade, ça peut faire très très mal. Donc ses voisins avaient peur, sa mère avait peur, donc finalement elle l'a quitté. Et, Et du coup, là, son copain lui dit, mais attends, mais du coup, pourquoi elle a pas pris le nom de sa mère, le nom de famille de sa mère? Parce que quand tu divorces, tu reprends ton nom, et en fait, l'enfant prend le nom du parent chez qui il vit, au Japon. Je ne savais pas. Et, Okay. Et pour vraiment la filiation, le côté fort. Et donc il lui dit ça, et donc Katsu lui dit, en fait, figure-toi qu'elles avaient le même nom de famille avant de se marier, quoi. Et donc ça, c'est génial, parce que tu vois, c'est une super boutade. C'est bien sûr une facilité scénaristique, mais c'est fait avec tellement d'humour et de sincérité que ça marche. Et après, son pote lui dit, mais pourquoi tu m'as pas dit ça avant que je m'inscrive comme un idiot? Et il lui dit, écoute, je l'ai appris moi aussi après, moi aussi je me suis inscrit dans ce club de boxe où j'ai payé 20 000 yens, donc à l'époque ça devait être l'équivalent de presque 200 euros, donc aujourd'hui ça serait 150 parce que le yen est un peu bas, mais c'est rigolo, quoi. Et au moment où on a ce passage rigolo, on a la vraie conclusion du chapitre, où on revient sur ce côté prédestiné, et aussi ce foreshadowing, parce que donc il s'enfuit après avoir avoir piégé son copain, en mode toi aussi tu t'es inscrit au club, donc si je me suis fait avoir, il n'y avait pas de raison que toi tu te fasses pas avoir. Et donc il part en courant, et au coin de la rue arrive Katsuki, mais il l'esquive. Et c'est lui qui l'esquive. On le voit très bien avec le dessin. Donc là, on peut commencer à parler de la magie du dessin. Il y a les traits d'action qui font que tu comprends que c'est l'esquive. Mais au-delà des traits d'action, en fait, tu vois quel est le personnage qui est fait de couleur noire, donc sur lequel il y a le focus, et quel est le personnage qui est un peu blanchi, ghosté, et qui est au premier et au second plan. Et donc c'est Katsuki garçon qui est en noir et qui est au premier plan, et c'est Katsuki fille qui est au deuxième plan et qui est un petit peu blanche, si je peux le dire ainsi. Complètement. Donc il y a une couleur plus pâle pour montrer elle subit. Moi je dis subit, c'est peut-être pas le bon terme, mais qu'elle est passive dans cette action, en fait. Et pour autant. Et d'ailleurs, c'est accentué l'image d'après, quand on a le focus sur son œil, où tu vois clairement qu'elle est interloquée, parce que c'est la seule fois où elle, donc fille de boxeur et qui a visiblement des dons pour la boxe et qui sait boxer, encore une fois, je vous rappelle, elle a humilié les deux nanas précédemment, là, elle n'a pas réussi à le suivre. Donc on revient sur les réflexes de Katsu garçon, sa capacité à autre, et on finit avec un gag, parce que il arrive, comme tout à l'heure, quand il avait rattrapé les morceaux de la PlayStation, et qu'il y en avait un jeu qui lui tombe sur la tête. Donc là, il fait ce mouvement formidable de réussir à esquiver Katsuki fille, mais il est tellement omnibulé par elle, et il reste à la regarder, qu'il oublie tout le reste du décor, et que du coup, il se viande dans les casiers à ballon. Et ça, c'est formidable. Et c'est formidable pour plein d'autres raisons. Alors, déjà, la première raison, c'est formidable parce que c'est rigolo. On rigole toujours d'une chute. Qu'il est focus. Mais, en plus, là où c'est formidable, c'est que ça permet de désamorcer le fait que Katsu fille se rende compte que Katsu garçon a un talent. Parce qu'en le faisant passer pour un bouffon, d'un seul coup, elle vient d'oublier
le fait qu'il l'a esquivé et truc. Et donc là, tout de suite, ça va être genre, ah, ben c'était un hasard. Ah, c'était un accident. Ah, il l'a pas fait exprès. Mais même nous, en tant Ça, c'est que super. lecteur, on retient la chute, en fait. Et il faut s'y reprendre à 2 fois pour se dire, ah oui, mais en fait, il l'a esquivé. Et puis peut-être tu... Il l'a Ouais. esquivé. Ouais, après, quand t'es fan de Adachi, tu prends l'habitude de voir les indices qu'il laisse Ah, et moi, tu les sens je un me peu fais mieux, prendre à quoi. chaque fois, hein. Encore. Parce que je suis encore tout neuf. Et c'est assez incroyable. Et d'ailleurs, et là, tu vois après le copain qui arrive, lui en marchant, euh, et Katsuki qui lui dit, ah ouais, j'ai oublié de dire ça. Donc, le copain avait dit, je vais un peu la faire chanter. Maintenant que je connais son secret qu'elle travaille alors qu'elle a pas le droit de travailler, elle sera obligée d'accepter un rencard avec moi, quoi. Donc là, elle lui dit, bon, bah, écoute, si tu fais fuiter mon secret, je te casse la gueule. Et ça, c'est génial parce qu'elle lui dit avec un sourire incroyable, sans aucune violence dans la manière de le dire, mais tu sais que c'est vrai. D'autant plus que lui, il arrive, il a pas vu ce qui s'est passé au tournant, et donc il voit son pote allongé par terre entre les ballons. Donc il peut se dire, oups, c'est Il a elle pris qui vient de cher. lui faire Ouais. ça. Et là, en fait, il rebondit sur son propre... c'est incroyable, en fait, il fait des puzzles en 3 dimensions. Et, juste là arrive donc la fin de la saison. Ce jour-là marqua la fin de la saison des pluies. Et là, c'est aussi incroyable parce que non seulement on revient sur la temporalité, donc ça y est, le mois de juin vient d'être terminé, donc on va arriver fin juin, début juillet. Mais surtout, c'est quoi la fin de la saison des pluies? Et ben, c'est le début de l'été. Et l'été, c'est une période propice aux émois. Et voilà. Et en fait, c'est le début de l'histoire parce qu'en fait, le soleil, d'ailleurs, c'était dans le titre Yatari Ryoko aussi, un autre manga de Michio Adachi. Le soleil a cette symbolique c'est pas seulement un changement de saison, c'est un changement qui concerne l'attitude des personnages, leur façon de vivre, leur façon d'être et leurs interactions entre eux. Et voilà. Et donc là, clairement, il vient de nous dire, bah voilà, une histoire d'amour va arriver. Et tout ça sans nous le dire. Enfin, il nous le fait comprendre, quoi. C'est juste par le poids le poids de la découpe des cases, le poids de la façon de raconter une histoire. Et c'est vrai que là, on peut le dire, hein, ça reste un premier chapitre maîtrisé vraiment. Enfin, il n'a pas besoin de faire. On a aujourd'hui cette mode de, tu sais, d'avoir. Il fait quoi? Il fait 30-40 pages à peu près le chapitre. Donc, Ouais, en général, les c'est premiers des doubles chapitres, chapitres. c'est des Ouais, doubles c'est ça. chapitres, ouais, donc, Et, et en fait, bah, je trouve alors on a cet avantage-là, on l'a pas dit, c'est une réédition Nobi Nobi, ça va être complet en 8 tomes, donc ça va pas vous coûter très cher, la qualité elle est au rendez-vous, et je trouve que ça peut être une bonne porte d'entrée, je sais pas ce que tu en penses, puisque cette œuvre-là est disponible chez vos libraires, ce qui est malheureusement en papier pas le cas de Touch, même si on l'a en numérique, mais en tout cas, je pense que ouais, non, mais vous avez tout le là, sel. ça, je comprends pas. Ça, je comprends pas, messieurs et mesdames de chez Glénat, je ne comprends pas. Merci de rééditer les tomes manquants de Touch, merci de rééditer les tomes manquants de Rof. Parce que je vais vous le dire, un tome 1 à 20 € dans des magasins d'occasion et qui savent pas ce qu'ils vendent, ils regardent juste la tendance Vindes, bah ça fait quand même mal au derrière, hein, pour rester poli. Ouais, c'est injuste pour tous les gens qui se battent pour la reconnaissance de cet auteur. Il y a une vraie attente, il y a un vrai potentiel. Mais c'est pour ça qu'on fait ça aujourd'hui, c'est pour le pousser à notre humble échelle. Et je pense que bah déjà, la porte d'entrée Katsu est une bonne porte d'entrée parce que là, vous avez tous les ingrédients en fait d'Adachi. C'est une très très bonne porte d'entrée, c'est incroyablement bien traduit. Comme tu l'as dit, c'est une édition en 8 tomes qui n'est pas vendue au prix d'un collector ou autre. Alors on pourra s'attrister de ne pas bénéficier des pages couleurs, mais tant pis, c'est la vie. Ouais. On peut pas tout avoir non plus. Puis peut-être qu'un jour on aura une 3e édition, cette fois-ci avec des pages couleurs et un format encore plus grand pour apprécier le dessin incroyable de Mitsuyo C'est du Adachi. rêve malheureusement. Mais bon, pourquoi pas, hein. Faut toujours espérer, faut toujours être positif dans la vie. Ouais, moi je rêve, Il faut rêver. j'aime rêver. Tu sais, il y a quelques années, on nous aurait dit Katsu réédité impossible. Ouais, non, mais Donc, complètement. tu vois, à partir de là, Justement, vu que t'en parles, est-ce qu'on peut s'attarder, parce que là on rentre vraiment dans le cœur de l'œuvre. J'aime bien découper un peu ça, tu sais, on peut s'attarder un peu sur le dessin, après on connecte ça à la narration d'Adachi, un peu le style d'Adachi sur la narration, et après on se fait plaisir, on essaie de voir un peu, bah, après c'est devenu un peu sa marque de fabrique de faire de s'auto-citer, de faire des petites refs à droite et à gauche, on pourra conclure par ça pour se faire un peu plaisir. Mais déjà, qu'est-ce qu'on peut dire déjà du dessin d'Adachi, quelle est sa particularité, parce
il a pas, on peut le dire, alors je fais ça un petit peu en préambule et après je te laisse, je fais un peu entre guillemets, le good cop, bad cop, où le mec il dit, bah, le dessin, il est pas jojo par rapport au standard actuel, c'est pas facile d'entrer, on peut le dire. Moi j'adore, hein, attention. Mais, non, Ouah, je suis absolument pas d'accord avec cette assertion. j'adore, mais je fais exprès. Tu pourrais dire ça sur ses premiers titres. Donc, par exemple, Nine. Nine aujourd'hui aurait un peu vieilli. Grosso modo, Adachi, il a trois périodes dans son dessin. Il a la fin 70, début 80, donc il a sorti Nine en 78, et jusqu'à, je dirais, H2, il a, non, de Nine à Yatari Ryoko, il a son premier style de jeunesse, on va dire, qui est un trait peut-être un chouïa plus rugueux que celui qu'il a eu après. Il a fait un premier bump en qualité de dessin au moment sur la fin d'Yatari Ryoko, donc on va l'attribuer à Miyuki et Touch, qui a duré jusqu'à H2. Donc là, c'est son deuxième âge, son deuxième style de dessin. Et après, à partir de 98, quand il a travaillé sur Boken Shonen, donc on va dire 2000, à partir de 2000 avec Itsumo Mizola. Qui est sorti aussi Boken Shonen, on fait un petit parallèle en one-shot, grand format. Ouais, qui est sorti en one-shot aussi chez Nobinobi. Et lui, avec quelques pages, une page couleur, je crois. Ouais, la première, ouais. Et donc là, il a un trait plus rond qui va arriver. Moi, j'allais dire, tu vois, qui tend un peu vers du Urasawa. En fait, il a la même évolution, je trouve, que Urasawa sur son trait qui se rondit avec le temps et qui prend encore plus de douceur, alors qu'il parle pas forcément de trucs doux, tu vois, c'est ça qui est assez incroyable. Non, si on prend les particularités les plus célèbres pour Mitsuru Adachi, la première, c'est ces personnages sont les mêmes. Oui. Il l'a dit, hein, il a trouvé des acteurs et il fait jouer ces acteurs dans ses différentes œuvres. C'est incroyable ça. Alors, question toute bête, est-ce qu'il a des assistants pour tout ce qui est décor ou c'est lui qui fait tout seul? Il a des assistants. Okay. Il a des assistants. Et d'ailleurs, à l'époque où il faisait Miyuki et Touch, il avait 2 équipes d'assistants. Parce qu'il avait 2 bureaux dans le même bureau. Donc lui, il avait son bureau et en fait, il avait 2 îlots de table, okay. Un pour chacune des séries. Sur les décors, il travaille énormément lui aussi. Parce qu'ils sont chouettes les décors, on peut le dire aussi. Hein. C'est assez compliqué de te dire exactement quel assistant fait quoi. Je vais pas demander dans le détail. Donc il y en a forcément qui font les poses des trames et qui font peut-être l'ancrage après c'est crayonné. Mais je pense qu'il y a une partie des décors qui fait lui-même de temps en temps, ou en tout cas il pose les règles de l'univers que ses assistants sont chargés de respecter après, quoi. Ça c'est la première particularité de son dessin. Donc il a les mêmes protagonistes qui fait intervenir d'une série à l'autre. Alors je me permets juste de rajouter, il y a un côté je trouve assez réconfortant de retrouver, tu sais, comme on retrouve des fois des acteurs, des on acteurs revient favoris. Sur le travail de la nostalgie, complètement. Ouais. Et en plus ils sont dans des rôles un peu différents, mais ils restent quand même humainement un peu similaires, des gens bien. C'est vrai. Tu vois, donc t'es pas surpris. Et son autre caractéristique, c'est des oreilles un petit peu décollées, un petit peu en forme de anse. Je dis un petit peu parce que tous les gens, notamment les trous du cul comme Sébastien de Mangavore, disent ouais, il fait des grosses oreilles. D'accord, parce que je m'appelle Sébastien, j'ai eu peur. Moi, je les ai mesurées. Moi, je les ai mesurées, les oreilles. Hein. Donc, vous allez me faire le plaisir d'aller remesurer et de comparer aux oreilles dans Dragon Quest ou dans City Hunter, et on en reparlera. Donc, non, il fait des oreilles... ça m'a pas choqué. Enfin, en vrai, ça m'a pas choqué. En fait, qui sont réalistes, parce que si tu regardes bien, il y a pas mal de Japonais qui ont les oreilles un peu décollées. Et enfin, moi j'ai des grosses oreilles et un gros pif, donc voilà. Mais non, ces oreilles, elles sont simples dans la forme. Par contre, il les fait là aussi très rondes, parce que c'est pas la partie la plus importante du visage. C'est pas par les oreilles que t'exprimes des sentiments. C'est le regard, le nez, la bouche. D'ailleurs, quand il commence à dessiner, il dessine le regard, le nez, la bouche avant de dessiner le reste. D'accord. Il place le visage des personnages avant de dessiner le reste de la scène. Ah ouais. Parce que tout est drivé par l'émotion. Ça se voit. Et ça, c'est quand même un truc mais ça de se fou. voit. Ouais. Et c'est le seul qui... alors, je sais pas si c'est le seul qui fait ça, mais c'est le seul qui m'a expliqué ça. donc c'est quand même assez incroyable.
Mais alors, Et ouais, je profite de ce podcast pour te lâcher quelques non, mais excuses en vas-y, disant vas-y. que En tu fait, fais mieux par ailleurs. moi, encore une fois, alors j'ai volontairement été provocant. Je rassure les auditeurs au début sur le dessin. J'adore le dessin de d'Adachi. Moi, il me parle. Enfin, je sais pas. C'est très difficile, comme je disais, à décrire ce qu'on peut ressentir quand on lit du Adachi par son dessin. Mais je trouve que ça peut paraître très simpliste. Encore une fois, sans des choses, sans rabaisser ce qu'il fait. Mais son trait est assez simpliste. Les yeux, la bouche. Mais pour autant, t'as quelque En chose qui fait, passe, ce quoi. qui peut te paraître simpliste, C'est pas un gros mot quand je le dis, hein. c'est que c'est tellement un dieu euh, Ah, mais t'es plus objectif, là. que tu as l'impression qu'il dessine sans faire de crayonné. Oui, oui, c'est vrai. Non, mais Non, tu as c'est vrai. l'impression que lui, il a pas fait 50 cercles en crayon bleu ou au crayon à papier en dessous pour faire le cercle pour la forme du T'as l'impression crâne, que le c'est un cercle premier pour jet, les ouais. yeux, le cercle Complètement. pour la bouche, le cercle pour les trucs. T'as l'impression que lui, il dessine à main levée. Et Ouais. en fait, je pense qu'il Je dessine pense à main aussi. levée. Notamment sur les vêtements, tu vois, c'est jamais rectiligne. Tu vois toujours des petits plis dans les vêtements que tu vois très très peu ailleurs. Parce que pour gagner du temps, c'est plus rapide de faire un trait droit. Bah lui, en fait, comme il fait probablement pas de crayonné et qu'il maîtrise son pinceau et sa plume, il peut se permettre de faire ces formes, encore une fois, que tu ne vois très très peu ailleurs. Les autant de plis dans un pull, dans une capuche, dans un machin, tu le vois très très rarement. Et en fait, c'est ce côté hyper original qui va rester. Oui, il a un trait très très épuré, et je vais même te dire plus, il a un trait plus fin. Aujourd'hui, la mode, c'est un ancrage très très vif qui très probablement poussé par le numérique, parce que le numérique, Tu peux faire beaucoup de choses avec le quand numérique. tu fais clic, Oui, oui. boum, tu fais ton épaisseur d'ancrage que tu veux avec un noir plus dense et tout ça, et c'est assez incroyable. Non, c'est vrai que moi je trouve que je te rejoins, hein, sur le fait de dire que on a l'impression que c'est un peu à main levée, mais en même temps, tu vois, si on peut rajouter un truc, pour moi il a un style mais reconnaissable entre tous, quoi. Tu vois, c'est vraiment quelqu'un dans sa manière de dessiner, tu te dis ok, ça c'est du Adachi, quoi. Et puis et c'est assez inimitable en fait, parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres auteurs qui dessinent comme lui. C'est un petit peu un ovni un peu dans l'univers du manga. Alors au Japon, il cartonne, mais c'est vrai que chez nous, en fait, malheureusement, il n'a pas eu le succès qu'il mérite. Et ça, encore une fois, on fait ce podcast-là parce que moi, je te dis, je le découvre et je suis tombé amoureux de ce que fait Adachi. Et je me dis, bah voilà, faut le pousser à notre humble échelle. Mais ouais, c'est vraiment quelqu'un qui est vraiment impressionnant, enfin incroyable au niveau du dessin. Encore une fois, ça paraît simpliste, mais il fait passer tellement de messages dans la simplicité que ça rend son style vraiment attachant. C'est ça, chères auditrices, chers auditeurs, faites-vous du bien, Mais oui. faites-vous un cadeau, lisez Mais du oui. Adachi. Même dans l'émotion, même dans le drame, sans dire ce qui se passe dans Touch, mais moi je m'en suis toujours pas remis de ma lecture de Touch. Et je trouve que si j'ai un reproche à faire à Pika Nobinobi, vous ne sortez pas assez vite les tomes. Voilà, c'est tout ce que je peux dire, parce que moi je le découvre avec cette édition-là, et j'ai pas eu les 16 tomes de l'édition de Pika. Donc c'est beaucoup trop long, parce que je dévore ça et je reste sur ma faim, quoi. C'est compliqué, hein. C'est des tomes doubles, t'as des plannings chargés, Eh oui. t'as un temps de validation et d'approbation aussi qui doit pas faciliter tout. Donc C'est un faux reproche, hein, entre nous. je pense que c'est pas un choix de leur part, hein, de Et après, il y a une histoire de coût. Pour avoir eu quelques infos, malheureusement, ça ne marche pas super bien en termes de vente, malheureusement. Et je pense qu'aussi, il limite aussi les coûts en espaçant les sorties, les coûts de production. Donc, ça ne va pas être simple à gérer en tout cas. Je pense pas que ce soit ça, par contre, parce qu'en fait, plus Ah ouais. t'espaces, plus c'est difficile, parce que justement, plus le temps est long entre deux parutions, plus tu prends le risque qu'il y ait un décrochage. Ok, alors j'ai pas l'explication. Alors si t'en as une, parce que toi, The Fable a un peu ce même effet. The Fable est terminé au Japon. Pour autant, on a des temps assez longs entre les tomes. Et l'élément, entre guillemets, l'élément qu'il y a, on va dire, commun entre les deux, c'est que c'est des ventes, on va pas dire confidentielles, mais assez peu. Enfin, il y a peu de ventes, malheureusement. Alors, Et... c'est des ventes qui sont rentables. On va pas tirer sur le. Ah non, je dis pas le contraire. Sur le titre est bénéficiaire et rapporte de l'argent. Ah bah tu me l'apprends. Par contre, elles sont en deçà des Ok. attentes, clairement. Mais non, je pense que c'est juste une question de priorité dans les emplois du temps de tout le monde. Et effectivement,
si tu dois sortir, parce que tu as un nombre de traducteurs limité, tu as un nombre de lettreurs limité, toi-même, tu as un nombre d'équipes marketing et autres limité, et tu peux sortir un certain nombre de titres, il y a déjà trop de titres qui sortent tous les mois, bah, tu vas privilégier les blockbusters qui vont faire des ventes plus grosses. Et c'est un peu le serpent qui se mord la queue, parce que du coup, ça va diminuer les ventes après de cette série et autres. Mais non, enfin, je pense vraiment pas. Alors après, c'est mon interprétation, donc je peux me tromper, mais je pense pas que ce soit une raison de coût qui fasse qu'on diminue la fréquence et les ventes. Regarde, un autre éditeur chez qui les sorties je sais qui tu vas dire. sont parfois très lentes. Noévé Tu prends Noévé Graphics. Noévé Graphics, c'est pas leur série qui se vendent le mieux, qui sont publiées le plus fréquemment. Mais c'est aussi parce que tu as une question d'équipe quand tu commences un projet, tu as un traducteur A, un relecteur A, un lettreur A. Encore une fois, toutes les traductions doivent être validées par l'équipe éditoriale au Japon. Donc là aussi, tu as je vais pas dire goulot d'étranglement, mais là aussi tu as des priorités, tu as des validations qui arrivent plus ou moins vite, tu as plus ou moins de personnes qui sont impliquées, des projets qui sont plus ou moins prioritaires. Enfin, il y a plein de facteurs qui font que tu peux pas c'est pas forcément ça. Et en plus, là, je vais reprendre un autre exemple. C'est un tome double Katsu. Donc, est-ce qu'il faut pour les imprimer que ce soit sur la machine X ou Y de l'imprimeur et donc se placer dans un emploi du temps, ou si t'as pas le bon créneau, le prochain créneau c'est 3 mois plus tard. C'est tout à fait possible. Non, mais c'est sûr. Je pense qu'il y a malheureusement, en tant que lecteur, nous, des fois, on a tendance un peu à oublier ce genre de détails qui ont une importance dans le procès de fabrication. On revient et j'ai envie de te dire maintenant, le style vraiment, pareil pour le coup, qui est vraiment propre à Adachi, c'est sa façon de raconter une histoire, la narration. Qu'est-ce que tu veux dire là-dessus ? Moi, je trouve que ça m'a... Alors, j'ai envie de dire, en fait, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui m'a fait de plus en plus aimer la tranche de vie. C'est-à-dire qu'en fait, tu suis le quotidien de personnages. Il n'y a pas de combat, il n'y a pas d'action. Alors, Katsu, il y a un peu de combat de temps en temps, mais c'est pas vraiment mis comme un shonen d'action non plus. Donc, c'est fait d'une manière un peu différente. Mais je trouve qu'aujourd'hui, c'est... toi, tu dis que c'est le pape de la comédie romantique, mais moi, j'ai envie de lui rajouter une corde à son arc. C'est aussi un peu, pour moi, le pape de la tranche de vie, quoi. Parce que, je trouve qu'il a... Ce serait intéressant de voir les héritiers d'Adachi à la fin de l'émission, d'en parler un peu. Mais je trouve qu'il a une manière de raconter le quotidien. C'est immersif, quoi. Tu rentres dedans à fond, quoi. Complètement. En fait, on en revient, c'est le maître du rythme narratif qui te permet de faire passer n'importe quel sentiment sans ayant besoin à l'américaine de dire attention, il faut rire là, attention, il faut être ému là, attention, regarde, il a pris une pause cool, applaudis. Tu vois, t'as pas besoin de ça. En fait, t'es encore dans la finesse, t'es encore dans la sincérité, et donc c'est le plus transitif de tous en termes d'émotion. Et pour moi, c'est incroyable. Il a cette capacité de jouer non seulement donc sur ce qui se passe entre les cases, mais de te faire des pages sans rythme. Et alors, c'est important de dire sans rythme, c'est parce que tu peux lire la même page rapidement, lentement. Tu vas pas forcément comprendre la même chose, tu vas pas forcément l'apprécier de la même manière. Et c'est ça qui est très très fort en fait. C'est aussi pour le coup un des auteurs qui a la meilleure relectabilité. Hein. On prend le plaisir de le lire, le relire, le re-relire. Moi, c'est un titre, c'est un auteur où je peux prendre n'importe quel tome, d'ailleurs, des fois de manière isolée. Et tiens, je vais me relire un tome, j'en pioche un au hasard. Le tome 7, par exemple, de Touch. C'est un bon moment. Par exemple. Nous, on a dit qu'on non, mais j'ai rien dit. J'ai dit qu'il y avait le tome 7, c'est tout. Mais le tome 7 de Touch est un tome qui a marqué l'histoire du manga. Ah ouais. Et tu pèses pas tes mots, et je suis d'accord avec toi. Pour le reste un point de référence absolu dans l'histoire du manga. Et tu peux demander à tous les mangaka qui l'ont lu, tous vont te dire ça m'a marqué à vie. Et voilà, c'est surprenant, et on pourrait parler de ça là aussi, de ce qui s'est passé avec l'édito, mais j'en parle un petit peu dans mon interview de son éditeur actuel, et raconter comment ça s'est passé, ce chapitre à l'époque, parce que il fait une surprise, et le rédacteur en chef du magazine n'était pas au courant. C'est assez incroyable. Mais tu vois, pour revenir un peu sur sa manière de raconter, sur le fil un peu de ses histoires, là j'en suis à ma 3e série, donc du coup d'Adachi,
je vois un peu le twist arriver dans Katsu. Je sais pas pourquoi, mais là je suis au tome 3, donc l'équivalent du 6e tome dans l'édition classique. Euh, je vois le lien qu'il peut y avoir entre un certain boxeur que son père a rencontré dans un passé, entre le personnage de Katsuki. Voilà, j'en dis pas plus parce que je veux pas spoiler, je veux vraiment laisser les gens découvrir, mais je sens venir le twist. Je sais pas pourquoi, je me dis, ouais, ok. Ou alors il fait peut-être volontairement ça pour me perdre, hein, mais je le sens venir en tout cas. Mais en fait, le twist en lui-même n'existe pas pour le twist. Le twist en lui-même existe pour les émotions Et qu'il va te oui, faire et il a ressentir. tendance à désarçonner un twist. Non, je m'exprime mal, à désamorcer un twist qui pourrait être prévu comme un twist, mais ouais. Son but, c'est pas de faire un thriller. Et c'est pour ça que tu peux les relire. Parce Oui. que un thriller, tu vois, une fois que tu as eu la surprise, c'est Kaiser Soze, bah ouais, tu le relis plus. Non, son but, c'est les émotions qu'accompagnent cet événement. Et en fait, à partir de là, il s'en fiche de te surprendre ou pas. C'est pas le but. Ce qu'il veut, c'est t'émouvoir. Et c'est pour ça, tu vois, dans Cross Game, tu le vois venir aussi à des kilomètres. Mais je crois que c'est même pour que ça te fasse moins mal, hein, que certains twists, il te prévient, Il est sympa. pour, voilà, pour amortir le choc, pour l'enrober, pour s'excuser aussi vis-à-vis de ces personnages à qui il fait vivre des fois des aléas de la vie, et pour plein d'autres raisons. Et il aime aussi créer des liens, il aime aussi créer des quiproquos, il en fait énormément. Ça, il adore les quiproquos, ouais. Ça c'est clair. T'es à la fois dans un environnement de confiance et à la fois t'es désarçonné. Donc c'est ça qui est bien avec Mitsuo Adachi, quoi. T'es toujours un petit peu t'es dans le bien-être, mais t'es toujours quand même un petit peu edgy sur le fil, quoi. Et puis c'est vrai que ce que tu disais, la relecture te permet d'aller chercher les petits détails qu'il t'a laissé, que tu n'avais pas vu lors de ta première lecture. Et tu te dis, ah ok, il a mis ça là, je sais pourquoi il a mis ça là, du coup, parce que ça va me servir pour après. Et il est malin, et puis c'est top. Et bon, après, ce que j'aime beaucoup, puis on pourra conclure par ça, c'est que c'est quelqu'un qui est, comme tu dis, on sent l'humilité dans son écriture, parce qu'il aime bien il aime bien se flageller des fois dans ses mangas, il aime bien s'auto-casser, il aime bien aussi casser un peu ses éditeurs, leur balancer des petites vannes. Et je trouve que c'est fait de manière tellement c'est tellement malin en fait de faire ça comme ça, et tu sens que c'est bienveillant malgré tout, tu vois. Tu sens qu'il a beaucoup de respect pour les gens avec qui il travaille, et il parle souvent de délai, mais il fait passer un message quand même, tu vois, malgré tout, le côté délai, le côté les ventes, enfin toi, il en parle de manière très frontale en fait, par une vanne de son personnage qui va casser le quatrième mur, et ça je trouve c'est assez chouette. Ouais, son éditeur, c'est un de ses meilleurs amis. Tu vois, ils bossent ensemble depuis plus de 20 ans. C'est assez incroyable. Si on doit conclure, juste peut-être pour éventuellement, si tu as on parlait des héritiers un peu de Mitsuru Adachi. Moi, j'en ai un qui me vient en tête. Tu me dis si tu es d'accord avec moi ou pas. Moi, le premier nom qui me vient, parce que je lis aussi pas mal de ses avancements, c'est, je pense, à Kengo Shinzo. C'est quelqu'un, je trouve, d'une manière un peu différente, mais dans la manière de raconter le quotidien, la tranche de vie. Alors, ils n'ont pas le même humour tous les deux, hein, on est d'accord. Mais c'est de faire passer tes émotions sur du quotidien. J'ai l'impression qu'il y a une certaine parenté entre les deux. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais tu es d'accord avec moi, ou tu vois peut-être d'autres. Ouais, et puis, Vas-y. en fait, enfin, c'est quoi un héritier? Parce qu'en fait, le truc, c'est est-ce que tu as des gens qui sont inspirés de sa narration? Est-ce que tu as des gens qui sont inspirés de sa sincérité? Est-ce que tu as des gens qui sont inspirés de sa manière de construire une histoire, de gérer les non-dits? En fait, tu vas avoir des héritiers à plein de niveaux. En France, la plus connue, c'est Yellow Tanabe. Parce que c'est une ancienne assistante de Mitsuru Adachi, donc elle a appris auprès de lui. Et tu sens par moments, même si elle est allée tout de suite dans des trucs quand même avec beaucoup plus d'action, mais quand tu lis Kaikashi, il y a des moments où tu comprends l'importance, tu comprends ce qui s'est passé, tu comprends la transmission. Et après, t'as des influences un peu passives, où les auteurs, sans même le savoir, vont être influencés par des choses. T'as pas mal de gens qui ont accepté et repris les codes d'Adachi. Donc on parlait tout à l'heure il commence souvent une histoire ou un chapitre par une case juste de décor pour te poser la saison, pour savoir quand on est. Ça, il y a pas mal d'auteurs depuis qui utilisent ça aussi. Il y en avait peut-être avant, donc peut-être que j'attribue cette originalité à Adachi parce qu'il me l'a popularisé auprès de moi, mais il y en avait peut-être avant. C'est très compliqué. En tout cas, ce que je peux juste confirmer, c'est vraiment sincèrement la majorité,
grande partie des auteurs que j'ai interrogés, quand on parle de Mitsuo Adachi, il y a énormément de respect et d'admiration. Et c'est pas seulement pour me faire plaisir qu'ils me disent Non, ça. c'est quelqu'un de très inspirant. Et en fait, en ayant lu ses bouquins, enfin, j'ai pas encore tout lu, mais pour avoir lu déjà 3-4 de ses œuvres, je me dis, je comprends. Parce que déjà, ça me dresse un tableau et ça me montre que ce mec-là, il sait faire passer les choses par ses œuvres. Et ça, c'est chouette. Et c'est pour ça qu'il faut découvrir Adachi. C'est le mot de la fin. Merci Valentin, en tout cas, merci d'avoir passé ce temps avec moi. C'était vraiment cool parce que j'ai appris plein de choses et ça me donne envie d'aller me replonger dans ses autres œuvres. On termine par un petit instant sur réseau. Est-ce qu'on peut te retrouver? Tu es assez actif sur Twitter essentiellement, si je dis pas de bêtises. Ouais, tant que Elon Musk a pas fini de détruire ce réseau, et après j'essaierai de me mettre à Blue Sky, quoi. Ouais, mais, j'ai toujours pas reçu mes codes, moi. J'attends toujours. Ouais, j'en ai un, donc je l'ai créé, mais j'y vais quasiment jamais pour l'instant. Twitter avait cet avantage d'être plus facile pour pouvoir interagir avec les gens. Là où tu sais, si t'envoies un DM sur Instagram, tu le vois pas, ou sur machin, ou sur bidule. C'est aussi le réseau le plus utilisé par les mangaka. Donc moi, c'est une source de veille éditoriale, d'informations hyper importante. Ouais. Tu peux facilement traduire en plus les tweets des Japonais, donc ça c'est bien aussi. Bon, Ouais, alors si vous voulez faire ça, installez-vous l'extension DeepL, qui traduira bien mieux que la traduction automatique de Twitter qui est dégueulasse. Tu peux l'avoir sur smartphone ou c'est essentiellement PC, ce que tu dis? Non, essentiellement ordi. Si sur PC, il faut que tu fasses des copier-coller et que tu ailles dans l'appli DeepL. Mais vraiment, ça a une qualité de traduction qui n'a rien à voir. Ouais. Quoi. Ouais, c'est vrai que le japonais n'est pas une langue simple à traduire en tout cas. Bah écoute, merci beaucoup. Donc on peut aussi te lire sur l'Internaute et le Figaro, si je dis pas de bêtises, et on te retrouve. Alors tu es en mode hebdomadaire de temps en temps sur Yatta. Comment ça se passe C'est hebdomadaire, mais juste j'étais parti en vacances au Japon, donc c'est pour ça que j'ai loupé 2 émissions. Mais tant que je suis pas en vacances ou en déplacement, je serai là tous les mercredis. Voilà, t'as intégré l'équipe du Move pour Yatta. Eh ben écoute. Tout à fait. Vous allez devoir me supporter les gens. Il y a quand même plus dur dans la vie, je crois. Mais écoute, Valentin, je te remercie vraiment beaucoup. Moi, j'ai terminé avec mes petites phrases d'usage. Bon, si cette émission vous plaît, n'hésitez pas à laisser une petite note sur vos applications de podcast préférées. Vous nous retrouvez, vous savez, sur les réseaux, Twitter, Instagram. Et puis, on se dit à très très bientôt pour un prochain épisode de Y a-t-il un pilote dans le manga? Ciao tout le monde. Salut.